Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le 4e et ultime épisode de votre format estival Dunk & Friends. Aujourd'hui, je suis seul pour représenter l'équipe Dunk Hebdo, puisque je vais recevoir non pas un, mais 2 invités avec lesquels je vais discuter de podcasts NBA. Pour m'aider dans cette lourde tâche, je reçois Guillaume du Basket Lab et Winston des Chroniques de Motor City. Deux invités, c'est une première dans l'histoire du podcast. J'étais donc face à un dilemme. Les gars, qui présenter en premier ? J'ai donc beaucoup réfléchi et je me suis dit que l'ordre alphabétique va décider. Guillaume, c'est donc toi qui seras introduit en premier. Comment ça va, Guillaume ? Bah ça va très bien, mais je pense que Winston avait l'ancienneté des podcasts sur moi. C'est vrai qu'il y avait 2 manières d'enchaîner ça, donc Winston, je suis désolé, au jeu de l'ordre alphabétique, je pense que tu dois pas gagner très souvent. Winston, mais en tout cas, comment ça va ? Ça va, merci Ben, merci de l'invitation. Je perds à l'ordre alphabétique et je perds aussi l'ancienneté parce que même si j'étais là avant le Basket Lab, Guillaume était quand même là avant moi. C'est pas faux. Eh bien, avant de continuer, on rappelle que toutes les informations... Alors, je serais très étonné que certains de nos auditeurs ne connaissent ni le Basket Lab, ni les chroniques de Motor City, mais toutes les informations seront dans la description. Je vous ai volontairement, les gars, présenté, je vais y arriver de manière extrêmement succincte, parce qu'en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire découvrir nos podcasts, la manière dont on travaille, la manière dont on réfléchit nos émissions, la manière dont on les prépare, la manière aussi dont parfois on va s'adapter à certains sujets, les difficultés auxquelles on est confronté. Donc je vais vous laisser la chance de vous présenter et de présenter votre émission, votre podcast en quelques mots ou en beaucoup plus. Je vais continuer avec toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous présenter le Basket Lab ? Et mon petit doigt me dit qu'on parlera un peu de l'écho des parquets dans la présentation. Oui, forcément, je pense. Oui, le Basket Lab, qui est un podcast que j'ai lancé il y a 2 saisons, du coup, maintenant. On est à la fin de la 2e. En quelques mots, c'est le slogan que je répète de manière un peu caricaturale à chaque fois, c'est le laboratoire du jeu. Donc c'est un peu un prétexte pour se dire, on se prend un temps qui peut être variable, ce laps de temps, mais dans lequel on essaie un peu de réfléchir sur le jeu et donc à travers ce que moi je considère être les 3 axes de l'analyse du jeu basket et donc notamment NBA, que sont la tactique, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, le côté scouting, l'évaluation de joueurs et les stats bien sûr parce qu'on peut pas faire sans. Donc voilà, c'est un peu un laboratoire de fou puisque je suis un peu fou je pense où j'essaie de mélanger un peu les 3. Je pense que c'est un point commun de tout podcasteur, la folie. Donc il y a pas de problème. Du coup, Winston, en quelques mots, comment tu peux nous présenter les chroniques de Motor City ? Les chroniques de Motor City, c'est assez simple. En fait, c'est uniquement et tout simplement l'histoire des Detroit Pistons. En fait, les Pistons, pour moi, c'est un des trucs qui m'a le plus plu quand je me suis intéressé à la franchise. C'est son historique. C'est avec peut-être les GDR, les Lakers, les Celtics et les Knicks, une des franchises les plus importantes de toute la NBA, qui était là quasiment depuis le début. Et en fait, il y a énormément de choses à raconter, au-delà de ce qu'on connaît, peut-être les Bad Boys, évidemment, l'équipe de 2004, etc. Mais il y a beaucoup de choses à raconter avant et beaucoup de choses à raconter après. Et même là-dedans, à l'intérieur de ces passages-là, il y a beaucoup de petites histoires dans la grande. Et en fait, sur les chroniques, à chaque fois, je prends un sujet et puis je le tire dans tous les sens en étant au plus près du réel pour raconter vraiment ce qui s'est passé et être fidèle à l'histoire de cette franchise. Eh bien voilà, vous l'aurez remarqué, il y a vraiment la volonté, on a voulu inviter aussi des podcasts qui sont très différents du nôtre. Et d'ailleurs, en ce sens, on salue l'équipe de l'analyste et du podcast Le Carton. On était censé être 4 aujourd'hui, mais il y a eu des petits problèmes d'agenda, en tout cas, on les salue. Je vais enchaîner avec pourquoi ce format, les gars ? Parce que c'est très intéressant, il y a des formats très différents et je vais commencer par toi, Winston, parce que je vous l'ai dit en off. Moi, il y a 2 questions qui m'intéressent aujourd'hui et la question c'est: qui t'a inspiré, Winston, pour ce format-là ? Parce que ça existe pas vraiment en basket, en fait. Les chroniques historiques en France, avant que tu arrives, c'est le désert. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Comment tu t'es motivé pour créer ce format-là ? En fait, ceux qui s'en rappellent peut-être, avant les chroniques de Motor City, j'avais ce qu'on appelle en gros un compte FR dédié aux Pistons, où je racontais plutôt la partie actualité, ce qui se passait dans la franchise, les échanges, les matchs, un peu de débat, un peu d'analyse
nettement moins précis que notre ami Guillaume, mais quand même. Et puis ça a dû commencer aux alentours de 2013, je crois. C'était surtout je reprends l'argument de Guillaume, c'était un peu un laboratoire pour moi dans ma tête pour un peu raconter des choses sur les réseaux sociaux, écrire un petit peu, etc. Et puis assez rapidement, je me suis heurté au côté actualité en fait. Des matchs de NBA, il y en a tous les 2 jours. Et en fait, moi c'est pas du tout, évidemment c'est un passe-temps, c'est pas mon activité principale. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais une fenêtre qui était de 2-3 heures maximum pour parler du match, parce que sinon les gros médias entre guillemets à l'époque, par exemple c'était Basket USA, après Trash Talk, etc. Du coup avaient évidemment X fois plus d'audience, en parlait beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de temps d'en faire. Et en fait moi je devais déjà passer au match d'après, et très rapidement ça m'a frustré. Et puis je me suis reconnecté à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce qui me plaît dans les Pistons, c'était aussi l'histoire. Donc me suis permis d'écrire sur l'histoire des Pistons. Et puis en étant finalement aux alentours de 2018 comme ça, gros consommateur de podcasts, mais alors podcast basket évidemment, mais aussi autre type de podcast un peu dans tous les secteurs, sport et autres. Et je me suis dit en fait pourquoi pas raconter cette histoire en podcast. Et je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui en parlait. Et par contre, il y avait un modèle que moi j'adore, c'était les grands récits d'Eurosport, en parlant de sport, voilà. Et effectivement, qui prenaient les articles qui étaient écrits sur Eurosport et qui les mettaient en podcast avec une prod vraiment très quali et qui racontait l'histoire vraiment avec les citations des personnes, les dates, les lieux, ce qui s'était passé à la minute près. En fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que finalement, je connais l'histoire des Pistons. Je lis j'ai pu lire tout ce qui me tombait sous la main, j'ai creusé, j'ai regardé des tonnes de matchs, etc. Et je me suis dit, il y a des trucs que j'ai envie de raconter les raconter avec une précision ultime, entre guillemets. Et puis après, j'ai écouté aussi d'autres podcasts et je me suis rendu compte que c'était beaucoup des podcasts narratifs, des gens qui racontaient des histoires. Ça pouvait être des histoires des faits de société, des chroniques criminelles, même si c'est pas trop ce que j'écoute aussi, les grands récits d'Eurosport, l'histoire de la littérature, l'histoire du jeu vidéo, sur un truc. Et c'était beaucoup l'histoire qui revenait. Et en fait, j'ai vu que dans la sphère basket, ça n'existait pas. Il y avait des gens qui faisaient de l'actualité, il y avait des gens qui faisaient de l'analyse, mais il y avait personne qui faisait de l'histoire. Je me suis dit, essayons. En tout cas, c'est là où je pense que je suis bon. Et puis on verra comment les gens réagissent. Voilà. Je vais t'ajouter une question et tu en auras 2 du coup, Guillaume, à la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un côté ultra intimidant à être seul face au micro? Parce que si je me mets, si je parle un peu du podcast Dunk Hebdo, pour moi il y a je sais pas, la sécurité d'avoir d'autres personnes avec moi. C'est-à-dire que par exemple, si je suis pas inspiré, si je sais qu'à un moment j'ai pas quelque chose à dire, je sais que bon, il y a quelqu'un qui peut m'aider, ou si sur ce sujet-là je me sens pas à l'aise, c'est un autre qui pourra prendre ma place, etc. Comment on aborde ça du coup, Winston, d'être seul face au micro, surtout au début, j'imagine? En fait, effectivement, tu as raison, c'est assez intimidant, surtout au début, c'est difficile de s'entendre, c'est difficile de parler tout seul pendant un certain laps de temps, mais en fait, dans ma vision des choses, il y a deux typologies de podcasts. Alors, c'est un peu réducteur, mais dans l'idée, c'est ça. Il y a soit le podcast qu'on pourrait caricaturer le podcast de potes, tu vois, et ce qui marche bien, c'est l'alchimie de la bande. En fait, on a envie que les gens aient leurs petites blagues entre eux, qui rebondissent, qu'on sente une amitié ou au moins une affection commune, ou des thèmes communs, des spécialistes, etc. Et puis il y a le côté narratif, et c'est ce qui me plaisait bien, d'avoir la personne qui va nous raconter une histoire. Il y a des auditeurs qui me disaient Père Castor, ça parlait peut-être aux plus anciens. Et il y avait ce côté-là, le narrateur. Bon, du coup je me dis peut-être que les gens, quand ils écoutent mon podcast dans la voiture ou chez eux, ou quand ils font la vaisselle, ou j'en sais rien, ils disent bon, je vais me mettre une petite histoire de Winston, il va me raconter une histoire un peu sympa, et du coup je suis un peu avec eux, je leur raconte cette histoire-là un peu intimement, entre guillemets. Et à quel point, est-ce que tu me permets une question? À quel point alors, vous avez le droit à toutes les questions. Allez-y. Non, je voulais aussi rajouter par rapport à ce format-là que tu fais tout seul, et sur le côté analyse que tu disais, c'était un peu pénible de tenir le rythme de l'actualité, Winston, mais à quel point aussi, au-delà de ce côté chronophage, à quel point est-ce que les performances des Pistons, t'ont pas un peu poussé vers un peu ce côté, l'actu elle est un peu morose, parce que non mais je dis ça un peu pour la blague, mais pas tant que ça finalement, parce que on a même vu que l'autre compte de Détroit aussi a jeté l'éponge. Entre-temps c'était devenu, Valentin on avait fait le Daily Motown aussi, un compte plus généraliste sur tout Détroit. Mais bref, à quel point aussi est-ce que le côté Détroit était vraiment une décennie la pire qu'on ait jamais vue de l'histoire du sport américain, presque, ça t'a pas aussi un peu malheureusement poussé là-dedans, quoi? Je sais pas si ça a joué. Après, effectivement, il y a beaucoup moins de choses à raconter.
Mais quand même, quand je me suis lancé sur ce truc-là, quand j'ai vu ces sujets de comptes FR qui commençaient à naître, des gens qui se servaient de Twitter pour suivre des journalistes locaux, même les joueurs qui donnaient un petit peu leurs coulisses, etc. C'était quand même en 2013. 2013, c'est pas une super année pour les Pistons. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse m'avoir reproché à l'époque d'avoir suivi la franchise hype un petit peu. Mais bon, effectivement, au fur et à mesure des années, effectivement, le poids des défaites et du manque d'histoire à raconter pesait aussi, ouais, effectivement, sur le. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit le côté le plus le plus décisif. C'est vraiment l'actu. Je m'en suis débarrassé assez vite en me disant, en fait, j'ai pas de plus-value à apporter parce que je peux pas être assez rapide en fait pour ça. Enfin, regarder les matchs, se coucher à pas d'heure, se lever et enquiller un résumé, que ce soit sur Twitter ou sur un blog ou c'est injouable et je suis admiratif de ceux qui font ça. Les pros, ok, mais je sais qu'il y en a qui le font sur leur temps plus ou moins perso et je suis admiratif parce que c'est beaucoup trop compliqué. Oui, t'as aussi trouvé ta voie, quoi, finalement. C'est pas juste le fait que les Pistons c'était un peu nul, quoi. C'était ton truc de raconter des histoires. C'est vrai, ouais, c'était vraiment ce truc-là. Quand j'ai commencé à écrire sur l'histoire, je me suis vraiment senti très à l'aise. Je me disais, j'ai des choses à raconter. Et en fait, je me suis dit, par rapport à ce que j'écoutais, comme je disais, justement, je me dis, il faut que je raconte cette histoire-là, à la voix, parce que c'est ce qui passe le mieux. Et quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, bon, c'est ça que j'aurais dû faire dès le début. C'est ça que je veux faire. J'ai beaucoup de choses à raconter. Puis c'est un peu la limite d'expression de Twitter, sur laquelle je pense personnellement, moi, je suis moins sur Twitter qu'avant et je pense qu'il y a une petite frustration qui peut naître aussi si t'es très investi dans l'histoire des Pistons, si c'est une franchise avec laquelle tu vis vraiment, le fait que sur Twitter, alors déjà le débat est difficile, première chose, deuxième chose, c'est difficile d'aller au fond des choses et d'attirer un public, je pense, aussi intéressé que sur un podcast narratif, etc. Guillaume, tu as joué au présentateur, je te remets sur le grill, du coup. Alors, pourquoi ce format? Qu'est-ce qui t'a inspiré, etc. Bien, c'est une très bonne question. Je crois que pour comprendre comment est né le Basket Lab, il faut remonter à malheureusement un peu longtemps avant. Non, mais alors c'est vrai qu'à l'époque, nous, alors c'était quoi, 2011, notre première tentative. On a raconté ça avec l'écho des parcours, on a fait nos 10 ans, donc janvier 2013, 2023. Mais pour vous faire la version courte, on a essayé tout début du lancement de Basket Info, qui à l'époque était NBA Info. On a essayé 2011, 2012, ça a repris janvier 2013 donc. Et à la base, donc, c'était vraiment une émission d'actu tout à fait classique, relancée par Antoine Durand, d'ailleurs, qui avait repris un peu le lead et qui lui voulait vraiment faire un truc 45 minutes, 4 sujets dans l'émission, un petit quiz à la fin, voilà, le truc très très classique pour offrir une émission de radio à Basket Info qui était un peu en train de naître. Et ensuite Antoine a dû arrêter la présentation et du coup on s'est retrouvé un peu les cancres entre nous, quoi. Quand je dis les cancres, c'est avec moi et Nico Stilbolin et Lucas qui étions un peu les consultants à qui on posait les questions et on s'est retrouvés plus que nous et on s'est dit le format 45 minutes, 1 heure, on s'en fiche. et c'est à partir de là qu'on a un peu fait évoluer déjà ce format-là, l'écho des parquets, qui a ensuite évolué par la suite. Même au début, nous-mêmes on gardait plusieurs sujets et tout ça, mais même niveau format, on se donnait pas autant de rigidité, on va dire, là-dedans. On disait, en fait, nous, notre priorité, c'est de dire ce qu'on a à dire. Après, si c'est un peu long, on fait un peu plus long. Si parfois c'est un peu plus court, on fera un peu plus court. Mais la priorité, c'est pas de rentrer dans un format, c'était de dire, voilà, on a ça à raconter, on va le raconter. Et c'est vrai que parfois ça prenait longtemps. Mais bref, donc à la base ça part quand même d'une émission un peu d'actu. Et moi quand j'ai créé le Basket Lab, c'était pas du tout, ça a coïncidé avec l'écho des parquets qui a un peu perdu en rythme, mais c'est pas du tout lié. C'est surtout qu'en fait moi je faisais des articles très très longs. Notamment j'en ai fait un sur Shabazz Mohamed qui était beaucoup trop long. Un PDF. Exactement, tellement à la fin je faisais en PDF, quoi. Et du coup je me suis dit mais là c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je fais un truc qui me prend des heures et des heures. Alors moi j'adore, mais voilà, c'est peut-être dommage que je sorte ça dans la nature et que il y a peut-être une poignée de personnes qui voient ça, mais c'est tellement peu digeste, quoi. Et même moi j'en ai conscience, j'ai pas la capacité moi-même de faire un article plus digeste, mais je me dis il faut que je trouve un moyen de le présenter autrement peut-être. Et donc c'est pour ça que janvier 2021 je me suis dit et si je l'enregistrais en podcast audio, et donc ça c'était janvier 2021, et puis ça a mis 9 mois en fait pour que j'arrive à parler tout seul devant un micro. Voilà un peu l'histoire. Et à la base donc je comptais juste faire mes articles comme ça que je faisais pas mal d'articles un peu longs, un peu denses,
J'en avais fait sur des stats aussi, sur Malcolm Brogdon. Enfin là, j'en faisais assez régulièrement, et donc le but c'était juste de dire, voilà, je vais les présenter de format audio, en doublon de l'écrit, comme ça, si certains peuvent le consommer comme ça, en audio, ce sera peut-être plus digeste. Et en fait, il se trouve que, voilà, la radio, j'ai toujours aimé ça. Les podcasts aussi, ça faisait 10 ans que j'en faisais. Et en fait, très naturellement, j'en suis arrivé à vouloir aussi traiter des sujets d'actu, de revenir un peu là-dessus. Alors, pas actu complètement, c'est pas ce que vous faites sur Dunk Hebdo ou autre, mais à traiter quand même de la saison, et pas juste mes articles un peu théoriques parfois. C'est pas que parler de Shabazz Mohamed il y a 7 ans, quoi. donc voilà, en fait, je me suis mis à inviter des gens, tout simplement, des gens que j'aimais bien, des gens qui parlaient bien basket, et c'est comme ça que le basket là, à la base, c'était juste un podcast sans doute de temps en temps pour lire mon article. C'est devenu un vrai truc où en fait, finalement, j'en profite aussi pour parler de basket, quoi. Je reviens vers toi juste pour ce point-là. Est-ce que toi aussi au début, tu t'es dit bon, c'est quelque chose qu'on va faire, je vais faire peut-être de manière occasionnelle, ou est-ce que dès le début tu t'es imposé un rythme? Ouais, je me suis imposé un rythme de suite. Parce que je me suis dit, il faut que je m'y tienne, en fait. Et puis en plus, j'ai pris un jour, j'ai ouvert ma petite liste, et puis j'ai noté tous les sujets sur lesquels j'aurais envie de parler, et j'ai essayé de faire un gros sujet, un truc qui parlerait à tout le monde, ou presque, et un sujet un peu plus secret. Et du coup, je m'amusais à faire ça. Et puis j'ai rempli ma liste. À un moment, j'étais à 25, 30 lignes. J'ai fait, bon, ok, du coup, j'ai 30 épisodes. Je me suis dit, un par mois, c'est pas assez. Un par semaine, c'est trop. Donc je dis, je vais essayer d'en faire un tous les 2 semaines. Et j'ai tenu ce rythme pendant 3 ans, jusqu'à la petite pause que j'ai faite de presque 1 mois et demi, un truc comme ça, parce que le temps me manquait. Mais dans l'idée, ouais, dès le début, je me suis forcé à me mettre un rythme, parce que j'avais envie, justement dans cette idée de narration, de retrouvailles avec les potentiels auditeurs, je me suis dit, voilà, j'ai envie que les gens se disent, ceux qui accrochent au truc, ah ok, c'est mardi toutes les 2 semaines, je vais pouvoir écouter ma petite chronique, parce que voilà, c'est aussi le nom, quand je réfléchis comme ça, c'est le côté chronique, avoir le petit morceau qui va venir tous les mardis 2 semaines. Et je me suis dit, pour les gens et puis quand j'ai vu au début, ça a commencé à prendre, il y avait des gens qui appréciaient ce que je faisais, je me suis dit, au moins pour eux, ils méritent d'avoir une régularité dans le truc. À ce niveau-là, si je parle un peu de Dunk Hebdo, à ce niveau-là, nous, dès le début, je pense qu'il y a eu cette volonté. Alors, c'est différent, encore une fois, parce qu'on est un groupe, vous assurez chacun le podcast de manière individuelle, mais il y avait vraiment la volonté de créer un rendez-vous avec les gens. Alors, jamais j'aurais imaginé que 7 ans après, on soit encore une fois par semaine, voire plus. Hein. La folie est partagée, du coup, Guillaume, mais à ce niveau-là, je pense qu'aussi, ouais, de notre côté, on s'est imposé un rythme. Du coup, c'est à quel moment, Guillaume, que tu t'es dit, je vais peut-être le faire de manière plus régulière, et je vais peut-être m'investir, pas pleinement dedans, mais ça va peut-être pas être juste aléatoire la manière dont je vais sortir les Basket Lab. C'est vrai qu'au début, j'avais une petite liste de sujets sous la main, mais je te dis, mon premier numéro sur Luka Doncic, j'avais mis littéralement 9 mois à le faire, quoi. Au début, j'y étais allé sans script, et donc la première fois, t'allumes le micro, t'es devant 3 notes et 3 stats, et tu dis comment on fait, quoi. Je sais pas parler. Donc bref, tout ça pour dire qu'au final, j'ai mis des mois, j'ai fait plusieurs tentatives, j'ai fini par écrire un script, mais même le script, quand tu sais pas le lire, ou alors ça rend mal, ou alors tu l'enregistres, mais t'as des problèmes de micro. Enfin voilà, bref, tu le fais 10 fois, ou alors tu l'enregistres dans une pièce où il y a de l'écho. Enfin bref, ça a mis tellement de temps que au début, quand je l'ai lancé, c'était vraiment, je te dis, ce truc de une fois de temps en temps mon gros article. Et il se trouve que ensuite, je me suis dit, bon, si j'arrive à inviter quelqu'un comme on le fait sur l'écho des parquets, il y a quand même moins de montage. Je suis pas obligé de faire un travail de montage, ou comme je suis tout seul, parfois je me répète, ou parfois je reprononce des mots, le stress et tout ça. Donc le montage est encore plus long, il faut essayer d'installer un rythme, parce que quand tu parles tout seul, tu peux pas te permettre de le faire sans pause pendant 1 heure ou 2 heures, quoi. Et donc j'ai commencé à inviter des gens d'habitude, hein, alors notamment Nico de l'écho des parquets, pour parler à l'époque de MKG, Michael Kidd-Gilchrist, un format scouting qui me tenait un peu à cœur. Et surtout j'avais aussi je voyais Antoine qui relayait pas mal d'articles depuis des années, hein, des articles un peu d'actu ou des trucs comme ça. Et un jour j'ai vu qu'il a posté un truc sur le shoot de Duncan Robinson qui était un peu en panne, et je lui dis tiens, plutôt que de faire 2 tweets ou de dire allez lire cet article, viens, on se prend 40 minutes, 1 heure, et on en parle, quoi. Et on développe ce que dit l'auteur et tout. Et à partir de là, c'est vrai que du coup c'est devenu beaucoup plus facile, quoi. Ensuite, je crois que j'ai invité Tom, justement, de Dunk Hebdo, pour parler de Memphis. Mais là encore, c'était vraiment des sujets très parallèles à l'actu, hein. C'était pas vraiment de l'actu en soi. Et au final, j'ai pris le rythme comme ça vers
je pense vers mars, avril, mai 2022, ça a commencé un peu à carburer. Et on va dire que le rythme normal, c'est 2 par semaine quand j'y arrive. Quand parfois il y a des grosses pauses ou malheureusement parfois j'en fais 2 par semaine et j'ai et je balance tous mes stocks et ensuite il y a plus rien pendant 3 semaines parce que j'ai un déménagement, parce que j'ai une connerie, j'ai un PC qui meurt ou des choses comme ça. Mais non, ouais, c'est voilà, du coup je suis un peu retombé sur ce truc assez à l'aise de bon, comme j'enregistre pas tout seul, c'est quand même très fun enfin déjà c'est fun de parler avec quelqu'un, le format est un peu différent. Et il y a aussi cette facilité de montage, hein, très simplement. Et enfin, je crois que quand tu nous en parlais aussi en antenne, il y a ce truc-là aussi sur Dunk Hebdo où t'appuies sur enregistrer, tu parles, tu coupes et ensuite tu publies et c'est facile, quoi. Effectivement, au niveau du montage, là, si je compare à nos premières années où c'était assez folklorique, des appels sur Skype, etc. Bon, ça intéresse peut-être pas beaucoup d'auditeurs, mais à ce niveau-là, par exemple, maintenant, on a un logiciel, alors qui fait un peu des siennes. Exemple ce soir, parce que Winston comme Guillaume ont eu des difficultés à rentrer, comme tout le monde, hein. Le logiciel est résistant, mais par contre, il nous permet d'aller beaucoup plus vite qu'avant, et ça, c'est vraiment une chance. La manière et la facilité avec laquelle je pense on peut faire des podcasts en 2023, c'est totalement différent que ce qu'on pouvait vivre il y a ça que 5 années. T'as cité un truc dans la part 22 minutes, je ne respecte plus la trame. On a tenu 22 minutes, c'était déjà pas mal. Pas mal. C'est ma faute, c'est ma faute. T'as parlé de tous les épisodes que tu as en stock. Du coup, vous enregistrez comment, les gars? Est-ce que vous pouvez parfois être dans des périodes où, je vais commencer par toi, Winston, où tu en enregistres 2, 3, 4, je sais pas, très rapidement, même si t'as ce rythme en 2 semaines, ou c'est vraiment quelque chose de répété où, je sais pas, tu t'aménages 1 jour ou 2 jours dans la semaine où t'écris, t'enregistres et de manière répétée? C'est un flux continu. En fait, dans l'esprit, les sujets, je les ai déjà. Pour la plupart, j'ai ici et là des tonnes de notes, un peu dans tous les sens, enfin plutôt des bouts de bouquins ou des liens d'articles ou des coupures de presse de l'époque, etc., en numérique bien sûr. Et puis bah, du coup à la publication d'un épisode, je commence à bosser sur le suivant. Donc je recoupe les notes, je vois les sujets qui peuvent être intéressants, je passe énormément de temps à vérifier en fait. On s'en rend pas compte, mais quand on parle d'histoire, en fait on lit un article, il balance une sorte de vérité, on en lit un autre qui balance la même vérité, on en lit un troisième qui balance la même vérité, et puis tout d'un coup on en lit un quatrième qui dit quelque chose de différent. Et là on se dit attends, comment ça se fait? C'est pas possible. Et en fait, il se trouve que c'est le phénomène d'internet aussi. Les gens se lisent, enfin se pompent entre eux entre guillemets. Ils vont piocher les uns chez les autres. Et du coup, au fil du temps, la source, elle est un peu corrompue. Et c'est assez souvent que je lis on va dire dans les grands médias généralistes américains, parce que tout est en anglais, forcément. Il y a très peu d'articles historiques en français. Et c'est souvent que je lis 2-3 fois la même chose, et puis une quatrième fois il y a un exemple très différent, et en fait du coup je suis obligé de savoir qui a raison. Théoriquement c'est ceux qui l'ont écrit 3 fois, mais des fois non, c'est pas le cas. Et l'exemple qui est le plus marquant, c'est celui de Dennis Rodman. J'ai fait un épisode où pour raconter la fin de l'histoire entre les Pistons et Dennis Rodman, sa fameuse presque tentative de suicide où il était au bout de sa vie avec un flingue dans sa voiture. Et en fait, Rodman lui-même, dans son autobiographie, explique que ça se passe en gros un truc comme en juillet. Et en fait, je suis tombé sur un article où il y avait carrément le rapport de police, les flics qui sont arrivé le soir pour aller voir ce qu'il faisait dans sa voiture. Il se trouvait qu'il dormait dans sa voiture avec son flingue dans le coffre, donc il était quand même relativement assez loin du suicide. Et du coup c'était pas dans le mois que dit Rodman dans sa biographie. Voilà. Oh. Et tu vois, c'est ce genre de détail qui me prend énormément de temps. Ou des mecs qui te disent que je sais pas quel joueur il a retourné le match 3 des playoffs. En fait, non, il a pas vraiment retourné. Ça s'est pas passé à la fin. Il avait une belle avance. Ou c'est ce genre de détail et qui me prend énormément de temps de vérification. Et donc surtout que toi tu peux pas te permettre tu fais un vrai travail d'historien, quoi, donc tu peux pas te permettre d'être un peu vague comme nous. Par exemple, si on veut donner notre avis sur un sujet, on donne notre avis, on le connaît, et puis c'est que notre avis. Toi tu fais quand même un vrai travail de recherche, et t'es dans le factuel, quoi, et dans l'historique. Donc exactement, tu peux pas te permettre des largesses, quoi.
Là, très très récemment, la dernière chronique sur Ken Benson, il se bat avec Jabber au bout de 2 minutes de jeu. Bon, ben je suis assez pointilleux pour vérifier si c'était vraiment au bout de 2 minutes de jeu. Et puis, du coup, l'histoire c'est ils reviennent en défense et puis Benson donne un coup de coude à Jabber et Jabber lui revient, lui met un coup dans la gueule et puis après ils se battent. Bon, enfin, dans l'esprit c'est ça. Et sauf que du coup, j'ai regardé un peu les témoignages de chacun et il y a un passif en fait. Il y a eu 2 minutes de jeu, mais il y a eu le temps je suis allé voir la feuille de match, donc il y a eu le temps d'avoir 3 tirs. Et du coup, Benson a pris un rebond offensif. Et il se trouve en fait qu'il a pris un rebond offensif sur la tête de Karim. Et c'est là où Karim lui aurait mis une poussette ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça que sur le retour, ils se sont donné des coups de coude et ils se sont battus. Voilà. Et ça, en tout cas, tous les articles que j'ai trouvés n'en parlent jamais. C'est juste l'histoire de Benson et Karim sont au contact, Benson lui donne un coup de coude et puis ils se battent. Voilà, c'est tout. Et en fait, je me dis, mais oui, mais pourquoi il s'est passé, il y a eu 2 minutes de jeu avant, bon, c'est pas beaucoup, mais je vois sur la feuille de match qu'il y a eu 3 tirs plus un rebond offensif, donc ça veut dire que c'est déjà passé quelque chose. Et c'est ce genre de précision et de trucs pointus que j'essaye de chercher qui me prend énormément de temps. Et donc, pour recoller à ta question initiale, ça me prend énormément de temps, parce que les notes, je les ai, c'est la vérification des notes. Ensuite, c'est l'écriture, alors pas l'écriture du script mot pour mot, mais la grande trame, l'enregistrement, et puis le montage. Et puis, on arrive déjà au mardi, c'est le moment de poster. En gros, c'est une sorte de flux tendu. Et combien, alors, je sais que c'est la question, moi ça m'énerve quand on me pose cette question, même dans ma vie privée, parce qu'on me dit, combien de temps pour préparer? Je fais, je sais pas, ça dépend à chaque fois, mais combien, tu totaliserais combien d'heures pour préparer? Je sais pas, honnêtement, je publie un épisode le mardi, je pense le mercredi, le jeudi, j'oublie un peu, je regarde comment ça s'est passé, et puis dès le vendredi et le week-end, j'écris, le reste de la semaine un petit peu aussi, et puis après le week-end d'avant, voire le vendredi d'avant, c'est l'heure de l'enregistrement, ça prend une bonne heure, des fois même 2 heures quand c'est des sujets un petit peu compliqués. Le montage, ça prend tant de temps. Rédiger la description du podcast, trouver les liens, etc. Faire la petite vignette, même si c'est pas trop compliqué. Franchement, c'est du boulot. Je pense que, je sais pas, 4, 5, 6 heures des fois pour un épisode. Je pense, hein. Si je compte enregistrement, montage et recherche. Guillaume, même question sur le c'est très intéressant parce que du coup, tu as des invités. Par exemple, contrairement à nous, où nous, on a l'équipe, alors, avec les difficultés parfois d'organisation, je suis désolé les gars de le dire dans le podcast, mais avec les difficultés pour que de tous se retrouver au même moment. Mais est-ce que t'es aussi en flux tendu ou est-ce que parfois tu l'as un petit peu sous-entendu il y a 2-3 minutes, t'es dans des grosses périodes de rush parfois? Je sais qu'il y a une fois, malheureusement, je crois que c'était en juin l'an dernier, j'avais de publier 3 ou 4 épisodes d'avance. C'était une anomalie. C'était une anomalie parce qu'en plus dedans il y avait parfois des petits formats courts, des vrais formats courts en plus, de 20-25 minutes quoi. Mais c'est vrai que sinon, comme je te dis, le fait de faire ça tout seul, ça entraîne un travail de montage qui est un peu long. Et donc il y a cette béquille des invités, mais non, du coup en général je suis pas, enfin comment dire, je sais pas comment tu définis flux tendu, mais j'ai pas non plus 4 épisodes en avance quand je publie, voilà, si je publie le numéro 100, j'ai pas le 105 ou 108 déjà enregistré quoi. C'est plutôt je publie le 100, j'ai peut-être le 101 sous la main et j'ai peut-être l'enregistrement programmé pour le 102 avec quelqu'un déjà, voire même avec pareil, hein, enregistrement, on s'est fixé une date pour le 103 avec quelqu'un d'autre. Mais non. Et après, moi, ce qui me sauve bien aussi, c'est que je fais un peu des séries de podcasts, sur tel ou tel thème. Et ça, c'est vrai que, au niveau de ligne éditoriale, je sais pas si tu voulais arriver là-dessus, mais c'est aussi une manière de traiter un sujet plus vaste en déclinant. Et là-dessus, c'est vrai que quand tu dis à quelqu'un, viens participer à une série, soit faire un top 100, soit faire un truc, des stats de la saison ou des trucs comme ça, voilà, c'est peut-être aussi un peu plus simple pour prendre des rendez-vous parce que tu demandes aussi à des gens qui s'y connaissent un peu plus sur telle franchise ou telle franchise. Donc voilà, je pense que j'ai très rarement pris des gens qui me disaient non, j'ai pas envie, ou non, ça me dit pas, ou parfois j'ai des non, j'ai pas le temps, donc on verra d'ici quelques semaines. Mais sinon non, la prise de rendez-vous est assez simple, et du coup, on va dire que si je fais l'enregistrement le lundi soir, si urgence, 2 jours après ça peut être publié quoi. C'est là où... Par contre, pardon, je me permets de couper. J'aimerais bien connaître
l'organisation de Guillaume, parce qu'en fait, j'écoute globalement tous les épisodes du Basket Lab. Je peine. Bravo, je sais pas comment tu fais. je peine à tous les écouter, même quand les autres podcasts que j'écoute sont un peu moins productifs. Donc je me dis comment tu t'arrives toi à faire déjà pour tous les enregistrer avec des invités, donc il faut coordonner tout ça. Et en fait, je pense savoir que t'es aussi un gros consommateur de tous les autres supports. Tu regardes les matchs du basket de quasiment peut-être toutes les équipes. Moi, je prends mon cas personnel, je regarde quasiment plus que les Pistons parce que je manque de temps. Je sais que t'es aussi pas mal actif dans la communauté. Tu vas voir les Twitch des uns et des autres ou les vidéos YouTube. Je me dis comment t'arrives à caser tout ça dans ton planning en fait. Alors pendant la saison, les matchs en fait c'est une technique que j'ai depuis pas mal d'années, hein. C'est pour avoir une vie normale à côté, une vraie vie. Du coup, tu te lèves à 5 heures du matin et tu regardes les matchs entre 5 et 7 du coup. Voire un peu avant maintenant qu'il y a de la progéniture qui peut se lever tôt aussi. Mais donc là regarder les matchs, c'est plutôt là, et enregistrer du coup, c'est vrai que c'est plutôt le soir aussi quoi. C'est plutôt le soir à 21h. Donc ce qui fait que parfois pendant la saison ça peut mal se goupiller, parce que si t'enregistres de 21h à 23h, ou quand c'est certains habitués du Basket Lab jusqu'à minuit et demi, du coup c'est plus dur de se lever le lendemain pour regarder le match. Mais non, voilà, c'est un peu aux deux extrêmes de la journée où il y a le temps libre quoi, forcément. Donc il y a ce côté-là. Après pour le côté, oui, c'est vrai que moi j'aime bien consommer, je consomme assez facilement le contenu des autres. Donc ça, il y a pas de problème. Bon, tu vois, par exemple, tu parles de Twitch, c'est surtout les Twitch de QBasket. En l'occurrence, ils en font une toutes les 53 du mois, donc ça va, je tiens le rythme là aussi. Mais non, mais c'est il y a ce côté aussi en plus où j'ai réussi maintenant à construire un peu une rotation principale du Basket Lab, où j'ai pas mal de monde sur lequel je sais que je peux compter, je sais sur quel sujet ils peuvent parler, ils sont compétents. Je sais, ils peuvent parler de tactique pure et dure. Il y en a, ils aiment bien les stats. Il y en a, je peux les faire parler sur telle ou telle franchise. Tu vois, Tom de Dunk Hebdo, par exemple, je sais que Grizzlies, je l'appelle lui, il y a pas de problème. Je sais que j'ai Rafa aussi qui parle des Timberwolves, qui tient le compte, mais qui est aussi très généraliste, d'ailleurs comme Tom. Enfin bref, je peux en citer plein. Mais c'est vrai j'ai aussi réussi à construire un peu cette rotation qui est pas du tout officielle, hein. C'est juste moi dans ma tête, c'est des gens que j'aime bien et que je trouve compétents pour parler, donc je fais appel à eux. Et ce qui permet d'avoir comme ça une grande fréquence de podcast sans demander toujours aux mêmes personnes. C'est ça que si tu vois, sur l'écho des parquets, je reviens à ça encore une fois, désolé, mais au début on avait ce côté, c'est un truc une fois par semaine, on était tous les 3, tous les 4. Ensuite c'est devenu, plutôt qu'une fois par semaine, on va parler de tel sujet, mais du coup parfois il y avait des semaines d'écart. Et voilà, on était un collectif, mais du coup on avait toujours les 3 ou les 4 en même temps quoi. Là, c'est vrai que du coup, je peux permettre, tu vois, à Antoine, je le fais venir pour tel ou tel sujet, mais parfois il peut y avoir un mois d'écart ou un mois et demi d'écart, ou parfois 2 mois. Pareil pour Rafa, pareil pour Tom, pareil pour Jérémy de QI-Basket, etc. Donc pour eux, c'est pas une surcharge de travail, et pour moi en plus c'est du plaisir parce que c'est par les baskets le soir à 21h. Donc j'avoue que j'arrive plutôt bien à m'organiser comme ça. Et l'intersaison, c'est cool parce que tu peux te lever un peu plus tard et tu manques pas les matchs, quoi. Mais c'est très intéressant sur cette notion-là, c'est que si je compare un peu à nous, en l'occurrence, on n'a jamais d'avance à ce niveau-là. Alors, les playoffs 2023 sont une exception parce qu'en fait, sachant qu'on avait lancé un format où on revenait sur le destin des équipes éliminées, il y arrivait un moment où j'étais choqué après 6 ans d'émission, où on avait 2 épisodes, voire 3 épisodes d'avance, ce qui en fait a créé un autre effet, c'est le stress vis-à-vis d'un événement qui pourrait se passer entre le moment de l'enregistrement et le moment de publication. On a serré les fesses sur certaines embauches de coach parce que ça aurait pu changer certains destins de franchise. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'avoir ta rotation, c'est intéressant pour pas non plus devoir toujours rechercher les gens, parce que ça aussi j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Et deuxième chose par rapport surtout aussi vas-y. Non, j'allais juste rajouter aussi que justement c'est moi la difficulté que je n'ai pas par rapport à vous, c'est que je fais pas de l'actu, et Winston aussi d'ailleurs, il fait des histoires. Et c'est vrai que moi je suis plutôt, j'ai l'impression, j'essaie de créer un comment dire, pas un catalogue, mais un peu un magazine audio quoi, si tu veux. Donc c'est vrai que quand je fais un enregistrement qui parfois traîne 2 semaines sur mon PC, c'est je sais pas moi, sur un tel classement des meilleurs jeunes ou des stats en particulier, ça périme pas quoi. Donc c'est mon avantage aussi par rapport à vous, où comme tu dis, quand tu fais un post-mortem des Bucks et que tu te dis aïe, on n'a pas parlé du nouveau coach, est-ce qu'ils vont embaucher un nouveau coach, c'est une difficulté supplémentaire quoi. Ah, complètement. C'est pour ça aussi que
on ne peut pas. C'est une réflexion qu'on a beaucoup eue de notre côté. Je sais que j'ai essayé de pousser ça au début de cette saison, honnêtement, par rapport à l'idée de prévoir plus en avance les sujets, et la plupart de l'équipe m'a raisonné en disant que vu notre format, même si on essaye de pas être vraiment un podcast périmé au bout de 48 heures, tu ne peux pas être complètement dans la prévision à un mois d'un sujet parce que tu es obligé de réagir à ce qui se passe. Donc il y a une certaine limite, on est un peu limité à ce niveau-là complètement. Mais après nous on a aussi le revers de la médaille qui est que on n'a pas cet attrait de l'actualité aussi. C'est le revers de la médaille, c'est que toi t'es un peu pressé parce que tu parles d'actualité, et nous c'est vrai que parfois je sais que certains auditeurs c'est un peu et même moi il y a pas ce truc de tiens il y a les finales de conférence, je vais pas me dire allez on fait un bilan des finales de conférence, ça j'ai jamais fait quoi, ou on parle de telle équipe d'actualité, ça j'ai jamais fait, c'est aussi un peu une frustration, mais parce que le rythme du Basket Lab est lent et c'est pas la ligne éditoriale, donc il y a les bons côtés et il y a aussi les mauvais quoi. Et quand tu le fais justement, est-ce que tu vois une différence? Parce que toi, t'es un peu au croisement des chemins de cette histoire-là. Effectivement, t'as des sujets un peu de fond qui peuvent s'écouter un an après ou quelques mois après, mais tu fais aussi quelques épisodes un peu réac. Je me rappelle le trade de James Harden à Philadelphie, par exemple, t'avais fait un épisode presque le lendemain en disant qu'est-ce qui pourrait se passer. Et quand tu fais ce genre d'épisode, tu sens une différence chez les gens, les auditeurs, ils sont plus consommateurs, il y a des nouveaux qui arrivent, ou pas forcément, c'est toujours pas la même base entre guillemets, mais ça reste constant que tu fasses ça, ou un classement des meilleurs jeunes comme tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je regarde pas trop les stats à vrai dire, donc je sais pas au niveau des retours. Oui, je fais ça un peu volontairement parce qu'après si comment dire, si une mesure devient un objectif, elle cesse d'avoir sa valeur de mesure, et puis c'est stressant. Mais donc au niveau des retours concrets, je sais pas si ça plaît plus ou pas, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de réactivité sur les retweets par exemple, quand tu fais un sujet peu plus d'actu. Voilà. Mais en même temps, je sais pas si c'est juste de la réactivité des gens de Twitter. Si ça se trouve, les gens qui sont abonnés à mon podcast, ils les écoutent tous de toute façon et ça change pas trop pour eux, quoi. C'est donc là-dessus, je sais pas. Mais ça, tu vois, c'est aussi encore une fois, je reviens là-dessus. Ben, toi, vous êtes bloqué par ce côté actualité, un peu urgence. Moi, de l'autre côté, c'est un peu une frustration justement. Donc, je sais pas, il faut que j'essaie de trouver peut-être des formats un peu différents. Mais en tout cas, dans le cadre du Basket Lab, je pensais que je pourrais faire un peu du React. C'était un peu dans le cahier des charges à la base, de me dire tiens, s'il y aura un gros match, je pourrais enregistrer un truc. Et ça, c'était avant que j'enregistre mon premier épisode. C'était avant que je me rende compte de tous les problèmes, de que ça prend du temps et que etc. Donc là-dessus, j'ai compris que je pourrais pas le faire. Mais c'est pour ça que bon, après il y a l'écho des parquets qui est techniquement qui était pas mort et qui est toujours pas mort, mais je me t'ai dit je peux toujours parler d'actualité sur l'écho des parquets. En ce moment, c'est un peu en pause. Mais sinon, pourquoi pas faire du Twitch, ou pourquoi pas tu vois, être invité chez les autres. Voilà, c'est un peu une manière de parler d'actualité concrètement. On le fait un peu sur le Discord aussi, mais c'est pas à l'oral. Mais voilà, en tout cas, je pense que parler d'actualité à proprement parler sur le Basket Lab, le format comme il est actuellement, ça me paraît un peu difficile vu la préparation que je mets derrière et tout simplement le côté technique où je peux pas me lever le matin et publier le soir, quoi. C'est le revers de la médaille, c'est qu'aussi, on en a déjà parlé, mais il y a pas c'est un rythme, je sais que ça fait plusieurs années, du coup, on enregistre très souvent, nous, concrètement, le week-end. Je sais que mon lundi soir, ou quand je suis ici en Corée, mon lundi matin, où le temps que j'ai de perso, il est consacré à montage, publication. C'est pour ça que avoir des outils qui permettent de juste appuyer sur un bouton et être en capacité de publier, c'est totalement nécessaire parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Ça doit, je pense qu'en général, si on exclut tous les formats qui ont été publiés récemment, CBA, etc., et ce format, aujourd'hui, qui est enregistré vraiment à l'avance, il se passe moins de 24 heures, non. Maintenant qu'on publie sur YouTube, il se passe moins de 48 heures entre enregistrement et publication. À chaque fois, on en voit, je pense, très rapidement. Et petite réaction par rapport au truc des stats. Il faut savoir que si vous avez envie de faire des stats, ne faites pas de podcast. Voilà, il y aura des conseils à la fin. Premier conseil, ne faites pas de podcast. c'est pas la richesse ne va pas se créer là-bas, ici, et je pense que c'est virtuellement impossible de vivre du podcast uniquement NBA. Je pense que c'est probablement impossible pour en avoir discuté. Et je vais revenir sur les choix éditoriaux, du coup, pour en avoir discuté déjà avec des professionnels, entre guillemets, du podcast. Les chiffres qu'il faudra atteindre pour vivre du podcast,
schématiquement, c'est 10 fois ce qu'on fait actuellement. Nous, par exemple, il faudrait qu'on fasse 10 fois plus d'auditeurs pour en vivre. Et effectivement, je crois pas qu'il y ait il y a beaucoup de fans de basket en France, beaucoup de fans de NBA, mais je pense pas qu'il y ait autant de fans de basket qui consomment du podcast pour pouvoir en vivre. Par rapport et surtout, on traite des sujets un peu de niche. Alors toi, peut-être un peu moins avec l'actualité, mais Winston et moi, je pense qu'on est encore un peu plus dans la niche. Déjà, les fans de basket qui est une niche, quoi. C'est pas que on n'a pas l'auditoire du foot en France, par exemple, ou des grosses têtes ou des émissions un peu généralistes, quoi, tu vois. Ah mais non, mais complètement. Avec le foot, t'as raison de citer le foot. Je pense que ça n'a rien à voir. Le moindre mec qui décide de parler un peu de foot. Alors en plus, surtout s'il le fait sauce Twitter, un peu provoque, clash, hot take et tout, etc. Bah son compteur d'abonnés va exploser fois 1000 par rapport à ce que toi tu peux faire, même si t'as un boulot plus qualitatif depuis plus longtemps, quoi. Par contre, tu vois, le format, la longévité, la communauté que vous avez avec Dunk Hebdo, je trouve ça dommage. Je me dis que s'il y avait vraiment un candidat alors faire vivre une équipe, c'est sûrement impossible, mais d'avoir un podcast rentable entre guillemets, même si c'est un peu compliqué, je me dis que c'est dommage parce que vous me sembleriez être vraiment le candidat idéal entre fidélité de la communauté, sujet à moitié pointu, à moitié actu, à moitié réaction. Je trouve que vous feriez un beau candidat. Donc le fait que toi tu sois clairement en disant que c'est pas possible, je trouve ça pas dommage, mais en tout cas ça confirme bien que si vous y arrivez pas, je pense que ça sera difficile pour d'autres dans le basket en tout cas. Sans parler, parce que c'est pas intéressant de parler d'argent, etc. Oui, pour moi, au début il y avait la volonté, parce que je pense qu'on va en parler aussi de nos influences. Nous, on est complètement influencés par les États-Unis, enfin à 99%. Et aux États-Unis, c'est possible d'en vivre, mais il y en a très peu qui le font, mais c'est possible d'en vivre. Mais le fait est que en France, je pense que non seulement il faudrait beaucoup plus de personnes, et aussi dans la démarche, il faudrait aller démarcher des partenaires, il faudrait être dans une démarche un peu plus commerciale, et ça m'intéresse pas. Là, c'est quelque chose, pour être complètement transparent, c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour notre DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs, parce que je porte un projet et concrètement, on aurait besoin de financement pour réussir à le faire. Mais autrement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est impossible. Donc, si vous voulez faire du podcast et qu'on a peut-être des apprentis podcasteurs qui nous écoutent, c'est pas ici. Peut-être que vous pouvez vous faire remarquer par d'autres médias pour vous lancer. Ça peut être un autre support, mais pour moi, pour en vivre, il faudrait faire des chiffres fous en fait. Enfin, vraiment, ça me semble complètement impossible. Et je pense que ça changerait notre démarche aussi, parce que là, on a et par rapport pour un peu clore ce truc de choix des sujets, on a la possibilité de parler de ce qu'on veut en fait. Là où on a quand même la volonté de faire à mi-chemin entre l'actualité et quand même quelque chose qui est pas totalement périmé assez rapidement, ça nous donne la possibilité de vraiment choisir les sujets qu'on veut. On a une liste, on a un Excel où on a une liste de sujets qui seront peut-être abordés. Mais s'il y avait cette logique commerciale, je sais qu'au bout d'un moment, on parlerait des Lakers, des Celtics, de LeBron, de KD, et on serait dans une démarche totalement différente, et je sais pas si je veux ça vraiment. Enfin, pour moi, c'est acté que c'est un hobby, tu vois, complètement. Et sans transition, connaissez-vous NordVPN, chers auditeurs? Exact. Non mais je plaisante, mais c'est vrai que tu vois la différence, c'est que les États-Unis, ils sont 300 millions, voire plus. Donc le marché de base, même si encore une fois, c'est une niche qui concerne 2% des fans, mais le 2% de 300 millions, c'est mieux que 2% de nous, 65 ou 70 millions d'habitants. Et de l'autre côté, donc ça c'est pour le côté population basket, mais comme disait aussi Winston, sur le foot, par contre, même à l'échelle de la France, tu peux en vivre. Moi je pense notamment aux mecs de Vue du Banc, Coparena, qui ont créé un média payant qui est à 1 ou 2 ou 3 euros, je sais plus, par mois, qui largement vaut le coup. Eux ils arrivent à en vivre comme ça parce qu'il y a la, comment dire, il y a assez de gens dans la cible en fait. Ou alors via aussi à une époque ils faisaient aussi des partenariats avec des sites de Paris par exemple pour vivre un peu de du podcast du jeu qui est vraiment un truc de niche. Et voilà, c'est vrai que ça, je pense qu'on n'a pas du tout la même force de frappe parce qu'on est vraiment dans de la niche de chez niche, quoi. Mais ça, c'est, comme tu dis, faut pas se lancer avec comme objectif l'argent. C'est vraiment, enfin, je sais pas, je pense que vous c'est pareil, mais
on s'est lancé parce qu'on voulait en parler en fait, on voulait parler basket, et c'est un peu que ça qui nous anime, parce que sinon on irait faire autre chose, quoi. Sachant qu'en plus de notre côté, on avait fait des tweets sur ça il y a quelques semaines. On a aussi, sachant que en fait le fait d'avoir complètement intégré que c'était un loisir et qu'on n'allait pas en vivre, ça vous permet de faire des choix. Par exemple, on travaille pas avec les sites de paris. C'est eux qui donnent le plus d'argent. Alors je vais pas donner des chiffres, mais en gros, si t'es podcasteur sport, t'es très vite contacté par des sites de paris et c'est eux qui donnent le plus d'argent. Mais nous, en fait, c'est une espèce de démarche. Et là, je suis très content que dans l'équipe, on parle d'une seule voix. Personne ne veut travailler avec les sites de paris. Donc, tout simplement, quand tu retires, parce que observez bien, que ça soit dans le foot ou même dans le basket, pour certains autres gros médias, la plupart du temps, les sponsors sont des sites de paris, en fait. Donc, en gros, tu te coupes une partie des potentiels sponsors, mais ce côté-là, nous, on a vraiment la volonté de travailler qu'avec, quand il y a du sponsoring, de travailler avec des gens, quoi. En fait, c'est une démarche par rapport à l'auditeur, je pense. C'est l'authenticité, aussi le côté confiance. Tu parlais de construire une communauté, Winston, je pense qu'il y a aussi le côté... moi, je me dis toujours que les gens nous accordent du temps et je me sens un peu redevable vis-à-vis de ça. Et je peux pas... les paris sportifs, c'est dangereux par essence, donc je peux pas faire la promotion de ça. Enfin, éthiquement, j'aurais un énorme problème si je venais à le faire. Ouais, et puis il y a aussi le côté... Ah, parce que moi, vas-y Winston, vas-y. Non, juste pour rebondir, ce que tu disais tout à l'heure aussi, si vous décidiez d'essayer de vivre de ça, ben tu te retrouverais très vite à parler des mêmes sujets, des sujets dont tout le monde parle en fait. Et je pense que le revers de ce truc-là, c'est que ça ressemblerait plus à Dunk Hebdo, et puis finalement votre communauté qui vous aime pour ce que vous faites, il finirait par un peu vous abandonner parce que vous seriez renié vous-même entre guillemets. Donc ça n'aurait pas marché effectivement. Oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui font du fric qui ont envie de sponsoriser des podcasts sur Alperen Sengun de 2 heures par exemple. Donc c'est aussi ma chance. Non mais au-delà de la blague, c'est vrai que tu t'en parlais. Il y a aussi une liberté de ton premièrement, et puis il y a aussi un côté de voilà, vu que c'est un hobby pour nous, parfois il y a la vie de tous les jours, et il y a des fois il y a 1 semaine ou 2 semaines ou plus où on n'est pas capable de produire un contenu. Et mine de rien, ça n'a l'air de rien, mais si on était payé et qu'on avait du coup des obligations à rendre à celui qui te sponsor, bah forcément que parfois tu en viendrais à créer du contenu pour créer du contenu, et pas parce que t'as envie de dire, ou pas parce que t'as un truc à raconter, ou pas parce que t'as envie de parler d'un truc, mais parce qu'il faut sortir un truc. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment une démarche qui est assez différente et qui, je pense, ne donne pas les mêmes résultats que quand juste tu dis non, il faut absolument que je parle de ça. Allez, prenons 3 heures, on parle de Jordan Poole. Voilà, c'est pas du tout le même résultat final, je pense, quand t'as une motivation qui est simplement le goût de parler, le goût du basket, etc. Plutôt que, non, il faut que je crée du contenu parce que j'ai le contrat, quoi. Mais tu vois, sur la même thématique, au-delà de l'argent, d'essayer d'en vivre, etc. J'ai même choisi pour les chroniques de pas vraiment me rattacher aux Pistons en eux-mêmes. Je les ai même jamais vraiment contactés ou pour partager ce que je pouvais faire ou essayer de parler aux gens de l'organisation, parce que j'avais envie de tout dire de la franchise, des bons moments comme des mauvais. Si j'ai envie de parler de Asia Thomas et Dennis Rodman qui insulte Larry Bird sur sa couleur de peau, ben je fais un épisode là-dessus, et je me suis dit dès le début qu'en fait, si je risquais pas d'être affilié aux Pistons, c'est pas ça évidemment, mais si j'échangeais avec eux, ou si j'avais je sais pas, un canal particulier, bon ben eux de leur côté verraient mal que je parle de ça, et moi j'avais envie d'en parler en fait. Ouais. C'est complètement compréhensible. On a eu la chance pour la saison 2021-2022 d'être contacté par la NBA pour faire le sponsoring pour le League Pass, et moi je sais que c'est un truc qui m'obsède. La première question a été, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux en fait, enfin est-ce qu'on a la totale liberté sur le choix des sujets, etc. Et là où j'ai été plutôt surpris, alors même si on n'a pas le droit de tout dire de la manière dont ça se passe avec la NBA, ils nous ont même pas plus ou moins, on a fait ce qu'on voulait. Et ça, c'est aussi une volonté au niveau des sponsors. On a déjà eu, et on va clore cette... Pas envie de parler d'argent, mais faut savoir qu'au bout d'un moment, c'est des sollicitations qui arrivent, et moi, je peux pas accepter qu'une boîte de prod arrive et souhaite un peu contrôler une partie de notre ligne éditoriale ou nos sujets, etc. Pour moi, c'est inadmissible. C'est pas que c'est inadmissible, mais en tout cas, c'est pas du tout notre démarche. Donc, à ce niveau-là, c'est là où c'est vraiment kiffant de se dire, je sais pas vous, mais si on bascule sur la ligne éditoriale, de se dire, je parle de ce que je veux en fait. Je parle vraiment de ce que je veux. Oui, tout à fait. Complètement d'accord. C'est
c'est notre bébé entre guillemets. On discute de ce dont on a envie, personne nous met de frein. Et c'est juste l'auditeur qui viendra trancher de dire ça c'est intéressant, je prends, parce que ça vous ressemble, ou ça m'intéresse pas, et puis laissez tomber. Je prends l'exemple, du coup, j'ai fait là je suis à 74, mais on va dire que en début d'année dernière, j'avais fait 65 épisodes sur les Pistons, et en fait, j'avais plein d'autres histoires que j'avais envie de raconter. Comme tout, pour l'instant, encore personne ne parle d'histoire de basket en France. Je me suis dit, je vais proposer aux auditeurs de faire des petites escales, justement, de parler d'autres sujets dans la même veine que les chroniques, mais d'autres franchises. J'ai demandé aux gens, ils m'ont dit, bah ouais, je te suis parce que ça m'intéresse les Pistons, mais ça m'intéresse aussi la suite. Il y a des gens qui m'écoutent, mais qui n'aiment pas forcément les Pistons, c'est juste pour avoir une nouvelle culture basket. Et voilà, les gens, j'ai fait des escales à côté parce que j'ai envie de diversifier un peu. Les gens ont dit c'est cool, on écoute, ils écoutent tout autant. Et voilà, c'est les auditeurs qui ont tranché. C'est moi qui ai décidé. Puis je l'ai envoyé aux auditeurs. Ils m'ont dit oui, on aime ou non, on n'aime pas en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est agréable dans la liberté de la ligne éditoriale. Dans ce rapport à la communauté, les gars, on a souvent tendance à dire que le podcast est un peu solitaire. Alors, je pense que vous, c'est décuplé parce que vous êtes en plus tout seul à assurer votre format, mais est-ce que vous ressentez ça par rapport à, je sais pas, de la vidéo YouTube, etc. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus solitaire du format tout simplement, pour les auditeurs, c'est quelque chose qu'on dit souvent sur le podcast parce que typiquement les gens vont écouter, je sais pas, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict, etc. Et la transition de la plateforme à réseaux sociaux, par exemple, est parfois assez difficile. C'est un truc dont se plaignent beaucoup de podcasteurs. Quand tu publies un lien sur Twitter, c'est difficile de faire cliquer les gens. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment pas de solitude, mais de difficulté avec de parler ou d'échanger sur votre podcast parfois? Oui et non, parce que comme tu dis, parfois le lien il peut être compliqué. Pardon, alors que je m'étouffe. Oui, enfin tu vois, moi j'ai plein d'abonnés sur Twitter qui me suivent pour mes vidéos tactiques, mais quand tu balances un lien de podcast, il y a pas 10 000 personnes qui cliquent ou qui vont le retweeter, quoi. Donc c'est toujours un peu frustrant. Donc en ce sens-là, oui, c'était un peu isolé par rapport à ta communauté de base, on veut dire, mais en même temps, c'est normal aussi. Tout le monde n'a pas forcément envie d'écouter des podcasts un peu de niche. Et d'un autre côté, j'ai un peu envie de répondre non. Et c'est vrai que moi, je suis amoureux de la radio depuis toujours. Et il y a un rapport aussi assez particulier, je trouve, avec la radio, qui est très différent des vidéos YouTube qui peuvent être montées. Et je crois que c'est pour ça que le stream en ce moment, pardon, j'ai 67 ans, mais le stream est devenu un truc hyper à la mode ces dernières années, parce qu'on retrouve ce même côté de la radio et il y a un niveau de proximité entre l'auditeur et le créateur de contenu qui est très différent de la télé, un format un peu où il y a beaucoup plus de distance, ou même une vidéo YouTube très travaillée, très montée, etc. C'est d'autres types d'exercices, mais je sais que la radio a toujours eu de tout temps un peu ce côté où en fait tu rentres dans la vie des gens aussi. Concrètement, et moi pareil avec les gens que j'écoute, voilà, tu fais ta vaisselle et t'écoutes un tel qui parle de foot ou un tel qui parle de basket ou d'autres choses carrément, pas de sport. Et voilà, moi en tant qu'auditeur, je sais que j'écoute des gens qui m'accompagnent tous les jours, tu vois, quand je fais des activités un peu nulles ou même quand j'écoute, voilà, directement les gens sont avec moi et je pense qu'il y a aussi ce rapport un peu très particulier où forcément comme tu dis, quand tu balances ton lien, il va pas y avoir des masses de gens qui vont cliquer dessus, ça va pas avoir un facteur de viralité très important, mais par contre, pour ceux qui cliquent, je trouve que la radio a vraiment ce côté presque intime par rapport à d'autres formats où t'es dans un rapport très direct, très artisanal et très proche, quoi, finalement. C'est vrai et je vais continuer avec toi, Winston, on a déjà eu, je pense que tous les podcasteurs en ont eu de retours de gens. On a déjà eu un auditeur, ça faisait plusieurs années, qui nous expliquait qu'il enchaînait nos podcasts, il les remontait alors qu'il était en road trip au Népal ou je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette proximité, entre parenthèses, on est tous des consommateurs de podcasts, je pense que ça s'entend, donc c'est vrai qu'il y a ce lien ultra particulier qui se crée et qui a pas, je te rejoins parfaitement dans d'autres avec d'autres formats, mais qui fait que parfois il y a un peu ce déséquilibre entre le lien ultra proche et le fait que nous, après je sais que nous ça vient du fait que Twitter, moi ça m'embête un peu, je vais être honnête, donc tweeter tout le temps pour partager, etc., c'est un peu embêtant, mais c'est vrai qu'il y a cette proximité qui est spéciale et qui fait qu'il y a des témoignages qui sont très très forts. On en a déjà eu 2 ou 3 que je peux pas révéler à l'antenne parce que c'est pour la vie privée des gens, mais des trucs qui touchent et que je sais pas vraiment si sur d'autres formats ça serait possible. Du coup, Winston, sur cette même idée, est-ce que, sachant que t'es plus sur un côté historique, je pense qu'aussi et narratif, t'as peut-être encore plus ce genre de
de lien avec les auditeurs. Bah effectivement, là je complète tout à fait ce que vous disiez et ce que disait Guillaume au tout début. J'ai vu la transition quand j'écrivais les articles et quand je suis passé à l'audio en fait. Il y a une vraie différence. Quand t'écris l'article, les gens peuvent le repartager ou le liker sur les réseaux ou même t'envoyer un mot sympa, voilà, etc. Mais à l'audio c'est différent parce que tu rentres dans la vie des gens. Alors bon, moi je suis tout seul, mais quand je vous écoute, par exemple, d'un Hebdo ou quand j'écoute Guillaume avec ses invités, je commence à connaître l'humour de Guillaume, tu vois, par exemple, je le connais pas vraiment, mais aïe. J'ai écouté beaucoup de ses podcasts et du coup, je sais quand il va faire une vanne ou ce genre de truc et du coup, j'ai presque l'impression, avec des gros guillemets, que c'est une sorte d'ami ou de personnes que je connais. Et je pense que du coup, spontanément, les gens qui nous écoutent ressentent ça pour nous, ils savent comment je parle, ils savent comment je m'exprime, et je pense qu'ils sentent maintenant quand je suis un peu ironique ou piquant ou quand je suis sincère, etc., ou quand quelque chose me touche, et je pense que naturellement d'eux-mêmes en fait ils ont envie de me rendre ça. En fait, ils ont envie de me raconter comment eux sont, à quoi ils ressemblent, et en fait j'ai énormément à mon échelle je veux dire, mais j'ai énormément de messages de gens qui m'écrivent en privé pour me dire ceci, cela, j'ai bien aimé ceci, j'ai bien aimé cela, moi j'ai écouté ton podcast en faisant ça, dans la voiture, comme tu disais tout à l'heure, j'ai des gens qui m'envoient une capture d'écran, même avant d'écouter le podcast, ils montent dans leur voiture, ils font une photo de leur poste, il y a écrit le code de Motor City, etc. Et ils me disent, bon, mais ça y est, je suis parti pour 2 heures de route, heureusement t'es là, tu vois, t'imagines, les gens partent en vacances où ils ont 2-3 heures de route et en fait ils disent heureusement je me suis garé 2 épisodes de Winston, je vais pouvoir écouter ça, ou un quart d'épisode de Guillaume, peu importe, mais dans l'idée c'est ça. Et ça moi je peux le dire justement parce que tu disais tout à l'heure, je peux le dire parce que une personne m'avait partagé ça et il m'avait permis de le publier ensuite. Il m'a carrément filmé son gamin qui avait 3-4 ans. En fait, il écoutait les chroniques avec lui, avec un mélo des Pistons. Le gamin le papa était fan des Pistons, le gamin aussi, enfin grâce au papa j'imagine. Et après un peu plus tard, je crois qu'ils allaient à la piscine ensemble. Et en fait, à chaque fois qu'ils allaient à la piscine, et ben du coup dans la voiture ils écoutaient les chroniques. Et le petit gamin, alors il est peut-être un peu plus vieux que 5 ou 6 ans, je sais plus exactement, et du coup il savait quand il allait à la piscine, c'était cool pour lui parce qu'il allait à la piscine j'imagine, et puis dans la voiture il écoutait avec son papa les podcasts de Winston. Donc t'imagines le truc, ça c'est cool. Et le gars m'a carrément envoyé une vidéo de son gamin qui dit qu'il aime bien les chroniques, etc. Quand j'avais fait le calendrier de l'Avent, là, le tout dernier en décembre 2022, où j'avais demandé aux auditeurs de me raconter pourquoi ils aimaient les Pistons, et c'est là la seule fois où j'ai vraiment parlé à la franchise, parce qu'ensuite je leur ai envoyé tous les audios, et du coup il a fait témoigner son petit qui racontait pourquoi il aimait les Pistons. Donc ça je pense qu'on peut pas l'avoir via un autre format, via Twitch ou via YouTube. Alors peut-être, hein, j'en sais rien, finalement, il y a une grosse communauté, il y a le chat, il y a une réaction en direct, mais là avec le podcast, on est vraiment dans l'intimité des gens. Et comme on rentre un peu chez eux, je pense qu'ils ont envie de nous en rendre. En tout cas, c'est comme ça que j'interagis aussi en tant qu'auditeur. Donc voilà. Non, mais c'est là où je vais revenir à ce que t'as dit au tout début de l'émission, Winston, mais t'as parlé en gros de 2 typologies, en gros le podcast, soit la bande de potes, soit le côté narratif, et c'est pour ça où moi, je sais que là c'est une vision très personnelle que j'impose plus ou moins à Dunk Hebdo, mais je considère que les gens, par exemple, si je mets nos 2 formats côte à côte, Guillaume et le format Dunk Hebdo, tu vois, je pense que, comme l'a dit Winston, les gens vont s'habituer à tes traits d'humour, etc. Ils vont créer une relation avec toi et du coup, on va avoir l'impression d'être un podcast, un 3 avec l'invité, toi et l'auditeur en question. Là où pour nous, j'ai envie de les mettre autour de la table avec la bande de potes. J'aime pas trop parfois, alors bande de potes, parce que bande de potes pour moi ça fait un petit peu, je suis désolé, branleur parfois, donc je comprends ce que tu veux dire, que je le dis avec beaucoup d'affection, parce que tu vois, je me rentre dans cette bande de potes. Pour pas vous citer vous par exemple ou Guillaume, côté cinéma, j'écoute un podcast qui est peut-être relativement connu, Super Ciné Battle, avec deux personnes qui parlent de ciné. En fait, je connais leurs vannes et j'ai l'impression d'être à côté d'eux à la table et de les écouter parler, tu vois. Je suis dans cette bande de potes en fait, entre guillemets. Exactement. Et c'est aussi le danger, c'est qu'il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse de trop la private joke ou trop la bande de potes un peu sur le même, parce que ça peut être aussi la critique parfois de certains podcasts comme ça. C'est
bon bah vous êtes marrant, mais là c'est juste une bande de potes qui s'enregistrent quoi. Et voilà, je comprends aussi quand tu veux dire le côté bande de potes peut avoir une connotation un peu plus négative parfois quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah, ouais, je l'avais pas compris comme ça, mais c'est vrai, effectivement, Winston, c'était pas, j'aurais dû prendre d'autres mots pour te reciter, mais c'est vrai que, effectivement, il y a ce côté, pour moi, c'est nécessaire que les gens s'attachent au podcasteur en tant que personne. C'est pour ça que, pour moi, c'est totalement, c'est pour ça que je suis contre le fait dans notre émission, par exemple, de trop tourner ou d'avoir, je sais pas, un groupe de 15 podcasteurs possibles parce que les gens ne se reconnaissent pas. Et je sais que pour avoir discuté avec déjà des auditeurs, bah, quand on a eu des ajouts dans l'émission, ça prend plusieurs mois, peut-être une bonne année pour que les gens s'attachent ou créent un lien avec un des nouveaux participants. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est totalement nécessaire et que je pense que quand tu es auditeur de podcast, ça résonne le fait de s'identifier à des gens et de tout simplement avoir la sensation de faire partie du groupe. Alors la trame est pas du tout respectée, mais ça c'est une question que je voulais absolument relever les gars. Et par rapport aux critiques, vous réagissez comment? Est-ce que vous avez déjà eu des critiques par rapport à votre manière qui vous ont amené à réfléchir votre format, à réfléchir la manière dont vous traitez les sujets, vous les choisissez? Comment vous vous alignez par rapport à ça? Et une des critiques en sous-main, c'est quelque chose qu'on a déjà eu, c'est par rapport aux sources et à la manière de se différencier des personnes qui nous influencent. On a parlé de l'influence au début. Je balance beaucoup de pistes. Je sais pas qui veut commencer. Allez-y. Bah après moi la critique qu'on me fait le plus souvent c'est trop long. Et c'est vrai que pour revenir à un truc que j'ai dit tout à l'heure et que c'était un peu notre credo sur les côtés parquets assez rapidement quand Antoine Durand est parti avec lui qui voulait vraiment faire ce format fixe, c'était vraiment ce truc de se dire on ne respecte pas un format, on dit ce qu'on a envie de dire quoi. Et c'est pas pour dire n'importe quoi, c'est plutôt pour pas avoir à se presser par exemple. Et c'est comme ça que d'ailleurs on a fait évoluer vers un format plus long mais parce que aussi plus détaillé. Moi c'est vrai que c'est la critique qui revient le plus souvent, c'est bon bah c'est intéressant mais c'est trop long quoi. Et j'entends mais je sais pas trop quoi faire. Alors j'essaie en plus j'essaie de faire des plus courts mais tu vois même là-dessus j'essaie mais avec des limites quoi, parce que c'est vraiment je sais que parfois je peux répéter des trucs, donc là-dessus je fais gaffe, mais si j'ai le choix entre enlever toute une partie de l'émission que je trouve intéressante sur un sujet parce que l'enlever ou la garder juste par rapport aux critères de temps, je sais que je vais pas trancher pour l'enlever quoi. Je vais la garder. Et pour moi alors après encore une fois ça a toujours chaque choix et chaque format et chaque manière de faire a ses avantages et ses inconvénients, mais clairement pour moi il y a un peu un choix de dire bon bah c'est la critique principale, c'est le côté c'est trop long. Bah c'est comme ça, j'essaye mais j'y arrive pas trop à le limiter quoi. Après, si la critique principale est sur la forme, pour moi t'es un peu dans le vrai. Enfin, c'est la manière dont je le vois, c'est que si c'est pas dans le fond vraiment, mais uniquement sur la forme et le temps, pour moi quand une des deux critiques c'est soit le temps soit la qualité audio, c'est que je pense que t'es dans le vrai, c'est parce que tu valides plus ou moins tous les autres points. Je pense. Ouais, alors après il y a aussi des fois je te dis ça mais il y a des fois je suis un peu d'accord avec les critiques quand j'écoute non, je le fais pas, mais quand je repense à certains podcasts que j'ai fait au tout début, c'est vrai que des fois tu te dis bon bah le truc sur Buddy Hield, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une demi-heure sur la stat du 3.3 rate plus? Tu vois, au début, comme je savais pas que le Basket Lab ça allait être ça, j'ai tout balancé quoi. J'ai parlé de la stat de manière théorique pendant 20 minutes avant de pouvoir passer à ce que je voulais dire. Et souvent c'est un peu mon défaut, c'est je passe trop de temps sur le théorique avant d'en venir au sujet. Mais petit à petit, pour te dire aussi que je n'ignore pas totalement cette critique parce que j'évolue aussi, je me dis bon, j'ai peut-être pas besoin non plus de totalement réexpliquer une catégorie de stats ou une stat en particulier pour en parler. J'en viens au fait et puis plus tard je leur explique, ou alors je fais un petit format pour parler de ça en théorie de manière plus globale, etc. Donc j'en prends aussi en compte des critiques, mais il y a certaines fois où bah si on a tant de choses à dire, ben on les dit. C'est comme ça quoi. Mais on en revient à ta position et au fait de pas couper. C'est vrai que par exemple nous je sais qu'on coupe jamais rien, le seul moment où on coupe c'est s'il y a un problème technique en fait, mais autrement on coupe jamais rien parce que il faut c'est l'influence peut-être de la radio, il faut avoir ce semblant de direct, il faut quand même que les gens aient l'impression. Tu parlais de la discussion entre potes, Winston, tu fais pas de pause dans une discussion entre potes, enfin il y a un moment ça continue, donc il y a cette volonté de pas complètement couper. Alors j'imagine que ça m'intéresse assez de savoir, est-ce que tu as déjà eu des critiques, Winston, ou qu'est-ce qui a pu être mis en avant par rapport à ça? Alors bon, j'imagine du fait que les chroniques ça soit une niche, je suis moins exposé aux critiques. En fait,
les gens depuis le podcast, mais un peu avant, mais depuis le podcast sont globalement tous adorables. C'est plutôt des gens qui sont très gentils. Globalement, c'est plutôt des conseils en fait. Les gens avec qui je discute, justement pour poursuivre ce qu'on disait tout à l'heure, le côté intimité, discussion, être à la même table que moi, me disent du coup ton histoire elle est sympa, mais finalement cet épisode j'ai pas trouvé que tu prenais position, ou tu vas pas donner exactement ton avis, on sait pas trop ce que tu penses, t'as pris un peu trop de hauteur, ou alors c'est justement là t'as bien décrit le jeu, mais j'aurais bien préféré aimé savoir ce qui se passait autour, etc. C'est plutôt des remarques en fait, ou même au tout début du podcast je mettais pas vraiment de source, je faisais une petite description pour raconter ce qui allait se passer, et puis il y a des gens qui m'ont dit mais ton histoire elle m'intéresse vraiment, il y a ce sujet-là que t'as juste abordé, j'aimerais bien savoir plus, tu peux partager certaines de tes sources. Donc maintenant je mets des liens en fait, pour aller plus loin, et puis je mets 3-4 articles qui pourraient permettre de poursuivre l'histoire ou d'en savoir un peu plus. Et du coup c'est plutôt des conseils en ce sens-là. Je t'avoue que j'ai beaucoup de chance sur ce format-là, j'ai pas vraiment de critiques, j'ai beaucoup de gens on revient toujours au même à la même notre niche. échelle. Voilà, à notre échelle. J'ai des gens qui viennent me dire très honnêtement ce qu'ils en pensent, et je pense que ça participe aussi à ce côté de sincérité du podcast, qui me disent écoute, j'ai écouté et j'ai trouvé ça génial. Franchement, la prochaine fois, si tu peux vraiment nous dire ce que toi t'en as pensé en tant qu'individu, ça m'intéresse vraiment. Voilà, ils me disent sincèrement ce qu'ils en ont pensé. Je dirais pas qu'on co-construit ça ensemble, mais des fois ça y ressemble en fait. C'est vrai que c'est très intéressant de dire qu'en tant que podcasteur, du coup, le côté positif, c'est qu'on est beaucoup moins exposé aux critiques, etc. Nous, globalement, un épisode qui a été très critiqué, mais on a eu un épisode, alors c'est il y a très très longtemps, avec un invité qui était clairement, avec le recul, on a mal calculé, toutes les choses étaient, le sujet, etc. C'était pas un bon épisode, mais ça reste un épisode pour moi qui est très formateur, parce que je le réécoute souvent pour voir la manière dont on aurait dû l'améliorer, etc. Moi, je dirais que par rapport aux critiques qui reviennent souvent, c'était surtout au début, c'est que il faut intégrer qu'en fait, je pense que ça s'applique plus à notre podcast qu'à vos deux podcasts, c'est peut-être, je sais pas, quand on va faire un sujet où on va aborder 4 équipes différentes en 20 minutes, ou en 1 heure plutôt, les gens n'ont comme support que les 20 minutes que tu as consacrées à l'équipe. C'est-à-dire que parfois une phrase peut être complètement sortie de son contexte, ou peut être vue de manière un peu extrême ou trop exagérée, alors qu'en réalité, si j'avais eu plus le temps, et c'est le revers de la médaille de notre format, si j'avais eu plus le temps, j'aurais pu l'expliciter, elle aurait été vue de manière un peu plus nuancé. Et ça, c'est un truc sur lequel personnellement, je me suis beaucoup adapté, en me disant il faut toujours que même sur une séquence de 30 secondes, la personne ait la capacité de comprendre tout ce que tu veux dire avec la nuance. C'est là où faut beaucoup travailler les prises de parole, la manière de condenser ce qu'on dit sans jamais tomber dans nous, c'est quelque chose, je sais, je suis très très arc-bouté sur ça vis-à-vis de l'équipe, sur le fait de pas faire des monologues de 10 minutes, parce que le format nous empêche parfois de le faire. Après, je sais pas si tu pensais à ça, mais il y a aussi peut-être un aspect au-delà du format ou des podcasts qui peut être parfois des critiques sur nos avis. Mais ça, j'avoue que pour le coup, moi, j'ai pas trop de problème avec ça, parce qu'en plus, enfin, j'ai pas non plus d'ego de ce côté-là en fait. Je veux dire, moi, j'ai un peu l'impression, et en tout cas c'est ma priorité, c'est que, enfin, la star de l'émission, c'est pas Guillaume en fait, on s'en fout de Guillaume, c'est surtout les idées que je vais présenter. Vous venez pas m'écouter moi, enfin on s'en fout, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est, je suis pas d'accord sur ça, tu vois, par exemple. Moi je viens t'écouter toi. Non, mais je caricature un peu, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi les idées que je présente. Tu vois, si je venais te parler de qu'est-ce que je pense du milieu avec Kevin De Bruyne, on s'en fout en fait, j'ai pas de compétences. Non, mais j'apporte rien de concret sur la table. Donc pour moi vraiment la star c'est les idées, et du coup ce qui fait que tu vois par exemple d'ailleurs je reçois souvent Antoine Tartrou, pour le coup, que vous connaissez aussi. Voilà, il y a des fois Antoine il veut parler de CBA, ou il y a des fois Antoine il veut parler de trucs où il a plus d'expertise que moi, ou alors il veut plus parler que moi. S'il y a un épisode du Basket Lab, de Guillaume le Basket Lab, où Guillaume il a littéralement 5 minutes de temps de parole, et
que le reste c'est 1h55 d'Antoine Tartrou, ben c'est pas grave en fait. J'avoue que moi de ce côté-là, j'ai pas d'ego parce qu'encore une fois, pour moi la star c'est le propos. C'est pas alors je comprends les nuances que Winston va apporter, mais c'est pas tant nous, c'est surtout le propos. C'est pour ça que je pense que des gens nous écoutent. Enfin moi en tout cas j'espère c'est pour ce côté. Bon, je t'apporte des éléments que peut-être t'as pas ou que t'as pas facilement. Après je les tourne aussi avec ma sauce, mon interprétation peut-être aussi, mais je trouve que la star doit être le propos et donc ce qui fait que bon, peut-être c'est parce que je suis plus vieux qu'avant aussi, je sais pas, mais j'ai pas trop cet ego de ah ben non mais t'avais dit ça et ça s'est pas passé comme ça, ou là-dessus je dis bah oui effectivement bah oui c'est pas passé comme ça, mais parce qu'en fait c'est pas moi que tu attaques ou c'est pas moi que tu critiques, c'est l'idée ou c'est l'argument avancé. Et oui il y a des fois l'argument il est faux, et d'ailleurs j'ai toute une série qui s'appelle Pourquoi j'avais tort en fait parce qu'on se trompe souvent, et ce qui est intéressant c'est pourquoi est-ce qu'on s'est trompé. C'est ça aussi ma série de podcasts des Pourquoi j'avais tort. C'est ce qui est intéressant, c'est le pourquoi on s'est trompé, mais juste venir dire ah bah là t'as eu faux, bah oui mais vous savez ça arrive tellement souvent quoi. C'est pour ça que je disais que moi quand j'écoute le Basket Lab, je l'écoute pour les idées évidemment, mais aussi pour Guillaume qui a cette humilité de dire qu'il s'est trompé et d'expliquer pourquoi il s'est trompé, et sans forcément se trouver d'excuses, mais dire voilà, le contexte était celui-ci, j'ai pensé celui-là, et finalement ça a changé, ça a amené autre chose. Et c'est aussi à mon avis, c'est aussi pour ça que tes auditeurs t'écoutent quand tu as lancé le Basket Lab. Moi personnellement, à titre perso, j'étais gros auditeur de l'Écho des Parquets. Bon, je me suis même pas dit j'essaye 1 ou 2 épisodes pour voir ce que ça donne. Je me suis dit c'est Guillaume qui fait un podcast, je vais l'écouter. Si demain Antoine lance un podcast, je l'écouterai sans aucun doute en fait. Et il y a vraiment extrêmement peu de chances que je me dise bon finalement c'est pas bien, parce que j'ai suffisamment écouté Antoine pour me dire ce qu'il dit, ça m'intéresse. Oui, après il y a ce gage de confiance, je comprends ce que tu veux dire, ce gage de confiance qui se crée du coup, donc de manière indirecte t'es aussi un peu intéressé par la personne quoi. C'est pareil, moi en tant qu'auditeur, j'aime bien savoir ce que pense Ben Taylor, j'aime bien savoir ce que à l'époque pensait Cole Zwicker, le plus grand de tous, voilà, etc. quoi. Bah, tu vois, quand j'ai fait les escales justement, les gens m'ont dit bah oui, enfin bon, ce que tu racontes sur les Pistons, ça nous intéresse. Il y a pas de raison que ça nous intéresse pas sur les autres franchises, en fait. Voilà. Et du coup, je pense qu'ils ont racheté pour ça, en fait. Ils ont dit, j'aime bien comment Winston nous raconte l'histoire des Pistons. Après, ils demandaient sûrement à voir, est-ce que je m'y connais, entre guillemets, autant sur les autres franchises que sur Détroit. Donc c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure pour blaguer. Si demain tu fais un podcast pour raconter le milieu avec Kevin De Bruyne, moi ça m'intéresse, perso. Après, je verrai si t'es aussi fort en foot qu'en basket, mais sinon, dans l'absolu, ça m'intéresse. Oui, mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que tous les trois, on est dans le business on apporte des idées. Notre modèle n'est pas sur l'opinionnisme. Je pense qu'on n'est pas que sur ça. Voilà. Mais alors pour avoir fait l'expérience avec le dieu de Santa Clara, Alan Guillaume, pour avoir fait un podcast sur la NFL qui était en lien avec Dunk Hebdo, les gens suivent en fait, et c'est vrai que je rejoins ce que tu avais dit, Winston. Les gens suivent, alors que bon, le podcast aura duré 6 ou 7 épisodes d'ailleurs, et d'ailleurs moi j'invite tous les gens, dès que vous avez une idée, enregistrée, publiée. Enfin en vrai, sur un malentendu vous avez peut-être quelque chose de bien. Donc et là on avait vu que le soutien des gens qui avaient même cette curiosité d'aller écouter, même si c'était peut-être pas fan de NFL beaucoup. Et c'est là où pour moi le plus important, c'est vraiment la création de ce lien. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'en enregistrant en équipe, moi je dis toujours, il faut que vous enregistriez avec des potes en fait. Pour moi, dans l'équipe, je dois avoir que des personnes avec qui je serai en capacité d'enregistrer un podcast sur un autre sujet. Parce que tu passes trop de temps avec la personne, tu débats parfois, tu es pas d'accord, tu ne peux pas être avec quelqu'un avec qui même les relations sont tièdes en fait. Ça s'entend en fait. Moi je trouve que il y a des podcasts dans d'autres domaines où parfois il y a eu des séparations, et pour moi ça s'entend quand les gens ne s'entendent pas en fait. Il faut avoir la complicité avec les gens, et ce lien-là se retrouve avec les auditeurs, je trouve après. Ouais. Vas-y Guillaume, je t'en prie. Non, je vais dire oui, effectivement. Moi, pour revenir à l'Écho des Parquets, il y a des fois on s'est engueulé avec Nico, avec Lucas aussi. Parfois on n'était pas d'accord avec Lucas, et parfois on s'est engueulé un peu fort. On n'était pas vraiment pas d'accord, mais derrière, c'est voilà, l'Écho des Parquets, on appuyait sur stop, on passait 1 heure à discuter, 2 heures à discuter, on jouait à des quiz derrière en antenne, tu vois. Enfin, effectivement, il y a ce lien qui est important, quoi, parce que c'est un peu la base de tout, c'est ce côté confiance, et ce côté on peut être en désaccord, on peut se gueuler dessus pour des idées, mais on sait que derrière
on s'aime quand même beaucoup, quoi. Ouais, et complètement. C'est d'ailleurs pour ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'enregistre jamais les off de Dunkedo parce qu'on parle de tout sauf de basket en fait. Donc faut vraiment, c'est ça, faut avoir ce lien. Si encore une fois, s'il y a des gens, je sais pas, qui nous écoutent et qui ont pas besoin de conseils, hein, c'est pas un cours de podcast, mais faites-le vraiment avec des gens que vous appréciez en fait. Ou en tout cas, faites-le vraiment ce conseil, faites-le avec quelqu'un avec qui vous pourriez potentiellement faire un autre sujet pour voir vraiment s'il y a des liens et s'il y a, parce que ça dure, enfin, Tom, ça fait 7 ans en fait qu'on a fait le podcast ensemble et enfin quand on parle, c'est un vrai lien d'amitié qui se crée avec les gens. Si je peux enchaîner les gars, peut-être pour terminer, mais encore une fois, je vais m'inspirer de Guillaume au niveau du chronomètre, je vais être plus large. C'est une question qu'on avait eue d'un auditeur et qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a un style à la française et votre rapport à l'anglais? Parce que tu l'as dit, Winston, les sources sont en anglais. Nous, dans le processus de préparation, t'as cité Ben Taylor, t'as cité Coleswicker, Guillaume, 95% de la littérature est en anglais. Est-ce que du coup, pour vous, il y a une patte française et comment vous faites avec l'anglais, tout simplement? Allez, je vais lancer Winston en premier. Je sais pas s'il y a une patte française. En fait, j'aurais un peu de mal à le dire. Les styles sont vraiment très très différents. Ça va être un peu étrange ce que je vais dire, mais peut-être qu'on n'est pas encore trop gangréné justement par la hot take, par le sensationnalisme en fait. Je me demande si des gens comme Guillaume ou des gens comme vous, ça existe encore beaucoup aux US en fait. Mais après je sais que j'en écoute peut-être pas autant que vous en fait. Donc j'ai vu des gens très bien, très intéressants en anglais, sombrer, bah du coup ça boucle à ce qu'on dit tout à l'heure, peut-être pour l'audience, peut-être pour la rémunération, etc. dans quelque chose qui est un peu tape à l'œil et perdre en fait tout le crédit que je pouvais leur donner. J'ai l'impression qu'en fait encore en France pour l'instant, enfin Tank Hebdo tu l'as dit, ça fait du coup 7 ans. Vous êtes pas vendu entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Guillaume le disait pour l'écho des parquets qui à mon sens était un des podcasts basket de référence. Bon ben du coup ils ont quand même terminé avec des épisodes de 3 heures ou de 4 heures, enfin peu importe. Et du coup si style à la française il devait y avoir, je pense que ça serait autour de ça. Mais encore une fois, les sons de cloche sont tellement différents et puis il y a des gens qui arrivent et qui sont un petit peu différents, donc je pourrais pas trop dire qu'il y a de style à la française. En tout cas, ou s'il existe, c'est peut-être pour encore le sérieux et le respect de l'auditeur. Voilà. Je pense que plus on avance dans les années, plus la niche grandit justement de fans de basket, et donc plus on va pouvoir, comment dire, plus il va peut-être y avoir de la place que des formats se répètent. Le format d'émission Dunk Hebdo, peut-être que quand la popularité de la NBA va continuer à grandir encore et encore et encore, il y aura peut-être un deuxième Dunk Hebdo un peu similaire, ou un deuxième Basket Lab, enfin j'espère d'ailleurs que je puisse parfois être invité sans avoir à faire le montage ou des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je trouve que pour l'instant l'identité du podcast français, sans doute, c'était justement une diversité d'identités. C'était que comme on était un peu une niche, une fois que quelqu'un avait pris un créneau, on pouvait plus trop se permettre de prendre le même créneau exactement. Alors en plus avec le fait que chacun a un peu un ton différent, donc des émissions un peu d'actu, un peu à la Dunk Hebdo, on peut penser à l'écho des parquets, on a été ça un moment, ça a vite changé, mais Poster Dunk aussi, enfin bref il y en a plein que je ne cite pas, que je pourrais citer, que j'oublie évidemment sur le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que on a aussi ce paysage qui a été assez varié pendant très longtemps, justement. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Dunk Hebdo, l'écho des parquets, c'était différent de Dunk Hebdo. Les chroniques de Motor City, c'est très différent de tout ce qui se fait. Moi, je suis à l'inverse du spectre. Je parle pas d'histoire, je parle que de stats. Donc voilà, on avait un peu cette diversité, mais peut-être aussi que vu que le nombre, la population de gens qui regardent la NBA va grandir, peut-être qu'on va retrouver certaines redondances. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'à chaque fois et peut-être pour rejoindre ce que tu dis aussi par rapport à qui est-ce qui parle, l'émission prend aussi la personnalité de celui qui parle ou de ceux qui parlent. Donc il y a aussi ce côté unique de ton, sans doute. Et pour revenir à la question initiale aussi, peut-être que tu nous lançais aussi sur le côté les anglicismes aussi. Je sais que ça, c'est vrai que parfois ça peut déranger certains. D'accord. Ça c'est, je déteste cette phrase parce qu'on l'entend, je trouve, trop souvent, mais je pense qu'il y a une spécificité française, culturelle, vis-à-vis de l'anglicisme, parce que il y a des
il y a des concepts qui sont impossibles à traduire en fait. Et parfois on est confronté à ce moment-là où des concepts comme l'héliocentrisme peut être traduit parce que globalement bien évidemment le mot existe en français, mais il y a je sais pas, un rimrunner, c'est difficile à traduire en fait comme concept. Donc il y a c'est un truc par rapport aux critiques, je pense que nous c'est peut-être encore une fois la critique numéro 1, on essaye de s'adapter, parce que je pense qu'aussi du coup ça met une barrière aux nouveaux auditeurs qui, oui, s'il y a 4 anglicismes en 2 minutes et que l'auditeur en question n'en connaît aucun, il va peut-être abandonner. Mais moi j'avoue que il y a eu un moment où j'étais très obsédé par ça et je m'en suis détaché parce que je me dis tout simplement qu'on ne peut pas, le basket, voilà, vient du nord de l'Amérique. On ne peut pas traduire certains concepts, je trouve, moi. On peut traduire alley hoop, puisque ça vient de alley hop à la base. Tout le monde connaît l'anecdote. Mais non, mais c'est vrai que sur ce côté-là, j'ai pas fait de fac de lettres, pardon. J'étais coincé en prépa scientifique, mais je trouve quand même que, avec mon avis du coup qui vaut pas grand-chose, mais l'anglais est quand même une langue très imagée et avec des mots et des verbes qui caractérisent une certaine notion, avec de bonnes images, on va dire. Donc c'est vrai que je te rejoins qu'il y a certains termes que on ne peut pas totalement traduire parce que la traduction littérale qu'on pourrait trouver ou le mot dédié dans la langue française qui voudrait dire la même chose n'arriverait pas à capturer peut-être autant la notion que le mot anglais exprime. Mais c'est vrai que là-dessus, je te rejoins aussi que moi c'est un truc, j'essaie de faire attention, et vu que je suis un podcast français, j'essaie de parler français le plus correctement possible et d'utiliser que quand le mot anglais apporte une plus-value. Ou alors que quand le mot français me ferait perdre trop de sens. Mais je trouve ça aussi un peu dommage, l'excès inverse, qui est parfois de vouloir surtraduire. Ça peut aussi amener à certains autres inconvénients dans l'autre sens. Donc c'est peut-être un bon équilibre à trouver. Moi de mon côté, je parle en français le plus possible. Je vais pas dire overrated, je vais dire surcoté par exemple. Mais quand t'as un terme technique, voilà, exactement. Et quand t'as un terme technique genre le edge, je vais pas te dire la traduction littérale de edge parce que c'est le mot en tant qu'entité qu'on appelle edge. On dit voilà, c'est l'usage est comme ça. Donc c'est un équilibre à trouver, mais je comprends aussi que certains auditeurs, notamment toi, c'est un peu la rançon du succès aussi. Un gros podcast depuis longtemps, tu amènes des nouveaux auditeurs qui s'y connaissent peu, et donc je comprends que certains auditeurs peuvent se dire bah non, mais c'est un obstacle un peu trop gros quoi, pour au début on comprend pas tout, on est un peu perdu quoi. Et par rapport du coup à la prise en charge, ou en tout cas à l'analyse des sources, Winston, est-ce que tu es forcément amené à ça, mais est-ce que t'es dans la même logique où tu te dis je garde uniquement ce qui est impossible à traduire, tout simplement? Ouais, je suis peut-être un peu moins confronté à ce genre de problématique, mais c'est un peu la même idée. C'est quand on peut le traduire, traduisons-le, parce qu'effectivement les nouveaux auditeurs, on les emmène petit à petit. C'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Ces podcasts sont un peu plus longs parce que des fois il doit prendre 20 minutes pour expliquer un concept. Et en fait, j'imagine que l'idée c'est que la première fois qu'il en parle, ça dure une demi-heure. La 4e fois, ça dure plus que 10 minutes. Et puis après, il va le balancer comme ça, en fait. Le True Shooting Plus. Bon, la première fois, il a dû expliquer tout. Je m'y attendais, celui-là. Il a dû expliquer tout ce que ça donnait, mais je pense que l'auditeur du Basket Lab maintenant, True Shooting Plus, il sait ce que c'est. Par contre, je pense que l'intelligence de Guillaume, c'est aussi que tous les 8-10 épisodes, du coup, il réexplique rapidement ce que c'est, parce que les nouveaux, l'écoute 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, ils savent pas exactement ce que c'est, ils peuvent le comprendre, et puis ils savent que bientôt ça va être explicité. Donc moi c'est un peu le format que je prends en fait. Quand il y a des choses qui reviennent, des récurrences, etc. Même des noms, j'ai ce sujet là quand je parle des noms. On va dire McCloskey par exemple, le GM qui a construit les Bad Boys. La première fois que j'en ai parlé, j'ai vraiment expliqué qui il était, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et puis maintenant, quand je drop un peu son nom, tu vois, je vais dire dropper son nom. quand je donne son nom, et en fait, du coup, je dis juste McCloskey, que l'architecte des Bad Boys que vous connaissez. Il y a des gens qui ne le connaissent pas parce que c'est leur premier podcast, leur deuxième podcast, ils n'en ont pas entendu parler. Je me dis que ils ont peut-être la curiosité de se dire je vais écouter l'épisode qui en parle, etc. Ça, je rappelle aussi souvent des numéros d'épisodes pour que les gens puissent un peu rattraper le train en marche. Mais effectivement, un pivot dans un 5 small ball, dans un 5 de petite taille, c'est pas vraiment la même idée en fait. Donc voilà.
Bah justement, moi j'ai un peu cette astuce qui peut être lourde, mais j'espère qu'elle l'est pas trop, de quand tu utilises un mot anglais, tu dis virgule, et la traduction française parfois un peu forcée, tu sais. Alors justement, parfois la traduction elle est ridicule, mais t'insistes un peu sur ce côté-là, et ça permet du coup à celui qui ne connaît pas, tu dis bah alors là du coup il a 39% en catch and shoot, virgule, en réception de passe, ou tu vois, ou des choses comme ça. Et ça permet de capter les deux auditeurs, c'est-à-dire que celui qui connaît, bon bah un mot en plus, ok, c'est pas beaucoup, et celui qui connaît pas, c'est peut-être le mot qui va qui va le faire comprendre le propos, quoi. Et c'est vrai que là-dessus aussi, si je peux me permettre de rajouter aussi une phrase, c'est vrai que moi j'utilise des notions, et je parle de notions qui ne sont pas démocratisées. C'est le but du Basket Lab, c'est qu'elle le soit, mais mais je suis toujours dans cette optique de me dire, si quelqu'un découvre le podcast, il faut bien arriver à accrocher des nouveaux gens. Et donc il y a toujours là aussi c'est le même débat que par rapport aux anglicismes, c'est pour ça que j'en parle et que j'y pense, mais c'est ce côté rappel des notions. Il faut aussi trouver le bon truc entre je passe vite pour les habitués, mais quand même, je glisse quand même une phrase pour dire, pour celui qui découvre, il faut quand même qu'il ait cette impression de monter à bord, de prendre le train en marche, mais il faut pas non plus que le train il aille trop vite, quoi. Donc ça aussi, c'est une notion assez comment dire, c'est un équilibre à trouver, je trouve, entre je passe vite, ou quand même je dis une phrase ou deux pour rappeler le concept, parce que voilà, on n'est pas juste à dire bah tiens, lui il a été bon, lui il a été pas bon, lui il a mis ses shoots, lui il a pas mis ses shoots. Voilà, ça c'est aussi une autre difficulté, pardon, en plus des anglicismes. Et sachant que vas-y Winston, vas-y. En tant qu'auditeur de podcast et du coup maintenant podcasteur, je garde ce concept qu'on disait tout à l'heure d'inviter l'auditeur à la table. Et en fait, je me dis, moi quand je prends un podcast en marche, je me dis, je viens me mettre à la table. Si je comprends pas tout de suite, je vais pas interrompre virtuellement le podcasteur pour lui demander, hey, tu peux m'expliquer ce que c'est le True Shooting Plus? Je me dis, attends, il en a peut-être déjà parlé ailleurs. Je vais écouter tout tranquillement ce qu'il me dit, et puis je sais qu'au bout d'un moment il va me l'expliquer. S'il me l'explique pas, si je le comprends pas, si au bout de 10 épisodes, bah du coup c'est que pour les gens qui sont là depuis le début, bon bah je vais peut-être partir de la table parce que je suis pas à ma place. Mais tu vois, un podcast comme Guillaume ou le mien ou le vôtre, bah je sais qu'au bout d'un moment, je me dis que si j'écoute Dunk Hebdo aujourd'hui, je vais peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais je sais qu'au bout de 3-4 épisodes, en fait, je vais faire partie de la grande table virtuelle parce que vous avez été suffisamment intelligent pour réexpliquer certains concepts, etc. Sauf pour les podcasts CBA de Tom. Là, par contre, la table est très réduite. Mais puis il faut aussi prendre conscience que le train. Tu parlais d'un train, Guillaume, mais aussi le train plus global de la NBA qui avance. C'est-à-dire que maintenant, dire offensive rating, ça passe. Quand on commence en 2016, ça passe pas. On est obligé d'expliquer ce que c'est. Ah oui. Et faut prendre en considération cette évolution plus globale qui se fait. Quand on parle des stats, je pense qu'elle se fait de manière peut-être pas assez rapide pour certains, moi je considère qu'elle se fait de manière assez rapide, où maintenant quand on balance offensive rating, au début j'avais bien comme je l'ai dit cette volonté d'expliquer, maintenant je l'ai plus. Pourcentage au tir réel, true shooting, j'estime maintenant que pour moi on arrive au moment où c'est pratiquement une notion qui a été acquise par la plupart des gens, donc j'estime qu'elle a pas à être expliquée. Quand tu rentres dans certaines stats un peu plus avancées, oui, là il y a cette notion d'explication, et c'est là où notre format nous trahit un peu, c'est que sachant qu'on est plus ou moins limité par le temps, on ne peut pas se permettre de revenir sur toutes les notions qui sont avancées, parce qu'autrement on va être beaucoup dans la pédagogie et peu dans l'analyse au bout d'un moment. Ouais, tout à fait. Mais après, c'est ça aussi, tu vois, moi, quand je fais des podcasts avec Antoine qui parle de CBA ou de trucs comme ça, j'essaie aussi d'être là pour l'interrompre quand il dit trop de phrases incompréhensibles pour le noob. Je réexplique le concept. Alors lui, je pense que ça doit l'embêter. Pareil quand je fais des podcasts avec Tom ou avec Rafa ou tout. À chaque fois, parfois, je sais que j'interromps mon intervenant pour dire, alors là, tu parles de ça. ça peut être long, ça peut être pénible pour l'intervenant, mais je me dis que pour l'auditeur, c'est pas plus mal, quoi, parce que même nous, bon, moi, le basket, je suis toute la journée dedans, ou presque, en tout cas, dans l'esprit, on va dire. Mais donc, on connaît, mais si j'écoutais un truc sur le baseball, par exemple, ou sur le rugby, et qu'on me sort des termes, même si je connais un peu de loin, de plus ou moins proche, bon, j'ai besoin quand même, parfois, qu'on me le rappelle, quoi. Et donc, j'essaie d'avoir ce mauvais rôle, et c'est peut-être aussi pour ça, comme tu dis, que je le paye au niveau du chrono aussi, quoi. C'était ton intelligence en tant que podcasteur de temps en temps, dire au fait pour les deux du fond qui viennent d'arriver,
ce terme-là, ça veut dire ça. Tu peux pas le répéter tout le temps parce qu'en fait, nous, les auditeurs fidèles qui sommes assis au premier rang, si à chaque épisode, tu nous rappelles que c'est le Truthing Plus, bon, mais c'est bon, au bout d'un moment, on connaît, quoi. Mais t'as cette intelligence de dire, à ceux qui viennent d'arriver, de temps en temps, au fait, les gars, ça, c'est ça. Et c'est ce qui fait à mon avis toute la différence entre un bon podcast comme les vôtres et un mauvais podcast. Comme disait Ben tout à l'heure, podcast. Non, je serai personne. Mais comme disait Ben, un podcast de potes où c'est des potes qui parlent entre eux et là il y a pas de table, donc ils rappellent jamais ces concepts. Ils font des private jokes entre eux et nous on n'est pas à la table, donc au bout d'un moment on s'en va. Le concept de private joke, il y a un moment, on est clairement, mea culpa, nous, on était clairement tombé dedans. Je réécoute parfois des vieux épisodes et il y a un moment où on était tombé dedans et ça, je pense que c'est un des écueils de beaucoup de podcasters, c'est que, comme tu l'as dit, Winston, parfois on rentre au milieu et parfois je serais peut-être, du coup, si on reprend encore la table, je serais peut-être pas à la table, ma chaise sera peut-être pas complètement collée à la table, mais je serai pas loin, quoi. Je peux entendre la conversation, et si je peux entendre la conversation, je veux un petit peu la comprendre, même si je viens d'arriver. Ouais. Et il y a parfois un peu cet écueil-là après. Pour finir avec c'est un peu une table, c'est une table ronde, mais pas tout le monde en face. C'est plutôt une table sur une scène de théâtre, où t'es quand même un peu ouvert à trois quarts sur le public, quoi. Exactement. Exact. Et du coup, comme il y a ce facteur de plus ou moins, t'as les gens qui sont tout près, les habitués, mais ceux qui viennent de rentrer doivent être quand même capables de comprendre 80% de ce qui se passe. C'est ça. Ouais. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que là, c'est personnel, mais sur l'anglicisme, le fait là, c'est totalement personnel, d'apprendre le coréen et de voir qu'en fait, je pense qu'il y a une partie quand même d'obsession française. Alors contrairement à Guillaume, c'est pas non plus, j'ai pas fait fac de lettres, mais j'ai fait L, donc j'ai mangé du bouquin. Je pense qu'il y a ce côté d'apprendre une nouvelle langue. Je me suis dit, mais attends, mais dans le coréen, ils intègrent un paquet de mots anglais. Donc, il y a un moment, je vais dire rimrunner, par exemple, et j'expliquerai la notion, mais il faudra bien évidemment, la garder parce que il y a tout un imaginaire qui est derrière, qui est associé à ça, que la traduction te fait perdre. Tout simplement. Surtout on parle à un public français, avec des termes français, des phrases françaises, mais on parle quand même d'un objet américain. Et qui a quand même ses codes. Donc je trouve qu'il y a des fois il faut pas trop trahir ces codes-là, et il y a pas trop de honte à utiliser certains mots qui du coup sont anglais, mais parce que encore une fois, on rappelle, on parle d'une entité et d'un objet qui reste américain, qui se passe aux États-Unis, avec des gens qui parlent ce langage-là américain. Enfin, ce langage. Je parle pas que de l'anglais, je parle aussi de langage basket. Quand je te dis edge ou show ou drop sur pick and roll, c'est pas que pour me la péter en anglais, c'est parce que eux, c'est leur code et c'est leur langage basket, c'est de dire show ou drop, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où effectivement, peut-être en français, parfois on est un peu ridicule, ou on se sent ridicule d'avoir un accent anglais en cours comme devant les autres. Je sais pas si c'est une spécificité ou pas, mais il y a aussi ce côté de aussi respecter les codes du langage en place de cette entité qui reste américaine malgré tout. Et tu vois, par rapport à l'évolution, drop, pour moi, on est arrivé au stade où pour moi, il n'a plus besoin d'être explicité, ce terme. Je pense que je perds pas trop de personnes en route quand on dit que telle équipe joue en drop. Là où, il y a quelques années, pour moi, c'est invraisemblable de le dire sans avoir à l'expliquer. Peut-être pour terminer, les gars, je suis très content parce que l'épisode, j'espère, va plaire aux auditeurs. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'enregistrer sans avoir respecté ma trame. Je suis un peu psychorigide sur les trames, mais du coup, est-ce que vous auriez un conseil ou un petit point en plus? Imaginons, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui hésite à faire un podcast. Est-ce que vous avez un conseil pour cette personne? Tout simplement. Je vais commencer par toi, Winston. Je pense que ce qu'on a dit globalement pendant tout le fil rouge de notre podcast là qu'on vient de faire tous ensemble, si vous voulez parler à des gens, parlez-leur vraiment. Que vous soyez tout seul comme moi ou une personne qui en interviewe une autre comme Guillaume le fait, ou un groupe comme vous l'êtes à Dunk Hebdo, en fait vous parlez toujours à vos auditeurs. Vous parlez entre vous pour vos auditeurs. Guillaume interroge ses invités pour les auditeurs. Si vous avez quelque chose à raconter à des gens, parlez à des gens et ne parlez pas qu'entre vous. Ça ne marchera jamais. Faut avoir conscience qu'il y a des personnes qui vont nous écouter. C'est l'équilibre qui est un peu... c'est là où la métaphore de la bande de potes, c'est là où il faut se dire que t'es une bande de potes, mais peut-être dans un bar où il y a les autres tables qui peuvent t'entendre. C'est ça, exactement, ouais. Tout à fait. Je t'en prie, Guillaume, vas-y. Un conseil.
je sais pas trop comment être original. Moi, c'est vrai que, tu vois, par exemple, je me définis pas trop comme un podcasteur, en fait. J'ai plutôt l'impression de produire du contenu. Et en vérité, le contenu, je le produis sous tellement de formes différentes depuis plus de 10 ans, en fait. Au début, j'ai commencé avec des articles tout pourris qui, heureusement, vont disparaître avec NBA Info. Enfin, d'ailleurs, l'ancien site de NBA Info. Bon, rien ne disparaît sur Internet. Ouais, je sais. Non, mais il y a un format article, autour de la draft 2013, même avant, je me suis mis à faire des articles avec vidéo, ce qui était un peu différent. Ensuite, j'ai fait des vidéos à part entière. Ensuite, on a lancé de plus en plus l'aventure du podcast. Très tard, j'ai découvert qu'on pouvait poster des vidéos sur Twitter, donc il y a ce nouveau truc. Mais du coup, c'est pas que des vidéos, genre, regardez, il met un panier, on met la vidéo, c'est des palettes tactiques. Et ce que je veux dire aussi, c'est que je me définis pas tant, tu vois, comme un podcasteur. Pour moi, c'est juste que le podcast est finalement un moyen d'exprimer quelque chose que j'ai envie de dire, quoi. Et que, parfois je le fais en vidéo, parfois je le fais Twitch récemment, parfois on le fait en podcast, parfois on le fait encore en article. J'espère encore pouvoir écrire notamment des articles. Mais voilà, il y a ce côté où, pour les gens qui veulent se lancer, encore une fois, je suis désolé de revenir à ça, mais en fait, l'important c'est qu'est-ce que vous avez à raconter aussi. Et je dis ça parce que pour moi le podcast ça a aussi été un moyen de pouvoir raconter des choses plus rapidement et en plus grande quantité que des articles que tu travailles pendant 2 semaines. Mais il y a ce truc de, si de toute façon vous avez quelque chose à dire, mettez-le sur le papier, écrivez des articles, postez des tweets, faites des threads, faites des vidéos, produisez du contenu. Et en fait c'est en forgeant qu'on devient forgeron. et voilà, et même moi à mon échelle, je sais que, enfin, j'arrête pas moi de scruter le net français et de voir s'il y a des gens qui produisent des bons contenus, et dès que j'en vois, je les invite dans mon podcast, en fait. Il y a ce côté-là où il y a un partage de connaissances, un partage d'idées qui est intéressant, je trouve. Donc voilà, si vous êtes auditeur, vous voulez passer sur le Basket Lab, vous écrivez un article, et probablement que 2 jours après, je vais vous inviter pour en parler, en fait, parce que vous allez sans doute raconter des choses intéressantes. Mais j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Vous faites un bon thread, il va être méga relayé sur Twitter. Vous faites un podcast qui est intéressant, il va être méga écouté. Enfin, je pense, hein, en tout cas. Donc il y a un peu ce truc de, le conseil, c'est faites, en fait. Ah, je suis grillé parce que c'était la même chose. Donc oui, mais désolé. C'est ça de mon côté. Ouais, c'est fait aussi parce que j'en ai parlé là quand on avait lancé avec Alan à l'époque le safety. C'était pendant je crois que c'était pendant le confinement. Enfin, j'étais pas en France pendant le confinement, mais je crois que c'était pendant le confinement. Mais il y a un moment, lancez juste vos contenus et ça sera mauvais. Vous réécoutez le premier podcast Dunk Hebdo, c'est nul, c'est complètement claqué. Vraiment, c'est mauvais. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est avec cette expérience-là que vous allez progresser. En plus, d'un point de vue matériel, ça a jamais été aussi simple en fait. Maintenant, les micros, il y a des tutos sur YouTube, comment faire votre podcast, vous branchez votre micro. Je veux dire, mon installation là, elle coûte le micro que j'ai. Je pense, je l'ai depuis 2018. C'est le même micro qui m'a suivi partout où j'ai voyagé. Donc, franchement, faites, et surtout, essayez, comme tu l'as dit, Guillaume, essayez peut-être de directement imaginer vers quelle voie, même si vous pouvez dévier, vers quelle voie vous allez vous lancer. Parce que moi, alors ça va aller un peu en contradiction de ce qu'on a dit, mais le podcast sur n'importe quel sujet, bande de potes sans se prendre la tête, j'ai l'impression que je lis cette description partout. Genre, on est une bande de potes sans se prendre la tête qui ont discuté de ça, mais il y a tellement, les gens ont tellement de sollicitations, il y a tellement de bons contenus qui sont publiés. Dites-vous, ah mais qu'est-ce qu'on peut faire de spécial? Et si vous avez vraiment ce truc un peu spécial où vous vous dites, ah ça, comme tu l'as eu Winston, ah l'histoire, les gens n'en parlent pas, et franchement essayez. Puis, de toute façon, je pense que pour terminer, je vais parler de ça, mais c'est ultra gratifiant, même si on n'aura pas la renommée ou le succès, etc. C'est quand même gratifiant de se dire, il y a des gens qui nous écoutent et on est dans leur quotidien, tout simplement. Oui, et puis sur ce côté fête, je disais aussi, tu vois, si on prend l'exemple de Winston, il a fait, et pardon, je m'étouffe, et finalement il a trouvé sa voix qui était peut-être pas forcément le truc qu'il pensait à la base, quoi. Il nous a dit qu'au début il avait créé un compte d'actu, et au final c'est en faisant qu'il s'est dit l'actu non, en plus les Pistons ils sont tout pourris, ils ont Brandon Jennings. mais Greg Monroe. mais non, mais Greg Monroe, ouais, en plus.
et tout le monde et tout. Bref, on va pas s'étendre là-dessus, c'est déjà long. Mais non, mais ce que je veux dire aussi, c'est on a tu fait vois, un je parlais super aussi podcast de... avec un très bon podcasteur que je ne citerai pas ici sur la décennie 2010 des Pistons. Ouais, je l'ai fait souffrir, Winston. Non, mais sur cette diversité de plateformes, je pense qu'il faut faites, et ne partez pas dans l'idée de je vais être podcasteur, parce que ça se trouve c'est peut-être pas là que vous allez atterrir. Tu vois, moi, si je prends un exemple de quelqu'un qui est venu sur le Basket Lab il y a pas longtemps, c'est Azad. Peut-être que vous l'avez vu passer, c'est Azmat la NBA sur Twitter. Bon, bah lui, il est un peu dans cette veine-là en fait. Lui, il a juste des trucs à raconter. Il l'a fait d'abord sous forme d'article, ensuite il s'est mis à faire des threads, ensuite il s'est tenté à faire de la vidéo. Il m'a rejoint pour faire des Twitch, il fait des podcasts avec moi, il fait des live Twitch aussi avec QI Basket évidemment, puisqu'il a QI Basket aussi maintenant. Enfin voilà, il y a ce truc de faites parce que ça se trouve vous allez atterrir pas du tout là où vous pensez, mais vous pourrez pas le savoir tant que vous faites pas quoi. Donc tant que vous avez quelque chose à raconter, racontez-le, essayez de diverses manières, et peut-être que d'ici 5 ans, on se parlera ici, ou d'ici 10 ans avec vous, peut-être que vous serez pas podcasteur, peut-être que vous ferez des vidéos Twitter, peut-être que vous faites des vidéos YouTube, peut-être que des articles, je sais pas, vous serez peut-être à la direction de 5 majeurs, je ne sais pas, mais voilà, c'est un peu cette idée de faites, mais et il y a ce côté, trouvez aussi ce que vous voulez faire, parce que l'exemple de Winston est assez bon, je trouve, dans cette veine, quoi. Si je peux rajouter quelque chose aussi, ne faites pas pour l'audience, en fait. Là, on est tous ok avec ça par le podcast, mais en fait, ne vous complexez pas si vous dites, mon sujet que j'ai bossé pendant tant de temps a été vu par 30 ou 50 ou 100 personnes, et vous comparez avec le gratin du basket qui peut faire des dizaines de milliers de chiffres de vues ou d'écoutes. En fait, déjà, c'est pas grave pour commencer, surtout si vous comptez pas en vivre, et vous en vivrez probablement pas. Et surtout, dites-vous, même si vous avez 500 personnes qui a lu votre article ou écouté votre podcast, imaginez ce que ça donne 500 personnes dans votre jardin ou dans votre rue qui est en train de lire votre article ou d'écouter votre podcast, c'est gigantesque. Donc soyez content de ce que vous faites. Si ça plaît à des gens, vous avez gagné un truc. Mais je pense, pour terminer, que sans rentrer dans les stats, etc., les gens sous-estiment à quel point il y a peu d'auditeurs de podcasts. C'est-à-dire que un podcast qui fait 1000 écoutes en France sur du basket, c'est un énorme podcast en France. Genre 1000 personnes qui écoutent, c'est beaucoup. Donc vraiment, si vous commencez et que vous avez 50 personnes, 20 personnes qui vous écoutent, comme tu l'as dit, je pense que c'est une très bonne représentation, Winston. Dites-vous, voilà, vous parlez à une table de 20 personnes sur du basket, et c'est énorme. C'est énorme déjà. Enfin, des fois, parce que quand on avait la période partenariat, il fallait rendre des comptes au niveau des chiffres. J'avais eu la même image de me dire, attends, mais dans une salle, ce qu'on fait, je me fais pipi dessus. S'il y a autant de personnes qui m'écoutent dans une salle, je serais en panique totale. Donc, vraiment, essayez, et puis surtout, profitez, quoi. Vraiment, je pense que contrairement à d'autres formats comme YouTube, tu l'as bien dit, Winston, vous allez pas en vivre, donc faites juste ce que vous avez envie avec tout seul, avec des personnes que vous kiffez. Vous mettez pas trop la pression au début, puis profitez. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Un dernier truc, je sais pas. C'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Je tiens à m'excuser, puisque je pollue les podcasts où je participe. Et à chaque fois, le podcast double ou triple son temps son chrono, donc je m'excuse. Y a pas de souci. Je pense que les gens ont apprécié, parce que c'est une manière d'aborder le podcast qui est pas, on fait pas d'habitude de venir sur la manière dont on réfléchit, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que sur beaucoup de points, on a réussi à se rejoindre, ou tout simplement on partage des idées communes. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Winston, ou pas? Pour finir, juste vous remercier. Je vous ai tous les deux là en ligne, donc j'en profite pour vous remercier. En le disant en début d'épisode, vous étiez là avant moi. Vous faisiez partie tous les deux via Dunk Hebdo et via l'Écho des Parquets de deux des podcasts que j'écoutais le plus. Et avec d'autres, quand j'ai lancé les chroniques, je me suis dit, faut au moins que je sois au niveau, que j'essaie de m'approcher du niveau de ces mecs-là pour que ça soit intéressant. Donc merci pour avoir contribué à me lancer aussi. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais il y a un côté, je vais finir là-dessus, et peut-être un deuxième conseil pour les gens, il peut avoir un côté ultra déstabilisant, parce que je sais que moi, j'ai fait fac d'histoire. Voilà, personne n'est parfait. Et du coup, le format de Winston me parle beaucoup. C'est bien l'histoire. Et du coup, je me suis dit, mais, tu vois,
moi, je pourrais jamais me lancer dans un format comme ça parce que je me dis, il y a déjà quelqu'un qui a mis la barre là, tu vois. Et il y a aussi ce truc où, côté des gens, faut pas se dire, mon Dieu, je veux parler jeu, mais Guillaume le fait très très bien. Lancez-vous. Mais je pense qu'il y a aussi ce syndrome. Je sais que c'est un truc dont on parle parfois dans l'équipe d'Unkebdo. Moi, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Ça fait 7 ans. Je considère que c'est pour ça que je source beaucoup. Et donc, du coup, merci de nous dire ça, Winston, mais de l'autre, je te retourne le compliment et attaquez-vous à ceux que vous considérez comme des, je sais pas, des exemples dans le podcasting parce que en fait, on est tous des passionnés. Bon. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'était l'idée, quoi. Vraiment le naturel de Dunkebdo, la variété des sujets avec la même aisance, et de l'autre côté la liberté de ton de l'écho des parquets et le débat en direct qu'il y avait. Je me suis dit, voilà, dans mon domaine, c'est-à-dire le narratif, il faut que je sois au niveau qualitatif de ces mecs-là. Et donc c'était vraiment des sortes de modèles à atteindre. Il y en avait d'autres aussi. J'avais cité tout à l'heure en début d'épisode les grands récits. Les grands récits, c'est vraiment du super niveau. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me rapprocher d'eux au maximum. Je vais pas y arriver ou ça va être Winston, dur. Mais on était déjà gêné la première fois. T'en remets une couche, c'est un peu gênant. Mais c'est important de le dire parce que vraiment comme dit Ben, les gens qu'on trouve bon, on peut se permettre de leur dire parce que c'est important pour eux aussi. Et puis il faut pas hésiter à se dire, écoute, Ben, je veux faire mon podcast d'actu avec mes potes, et puis je veux que ça ressemble à Dunkebdo, ça ressemblera à Dunkebdo d'une façon ou d'une autre, ne sois pas vexé, mais je veux essayer de faire un peu comme vous parce que ça me plaît, mais je suis sûr que j'ai des choses différentes à apporter. Ou écoute Guillaume, j'adore parler de jeux, j'aimerais bien en parler avec toi, mais j'aimerais bien en parler aussi à côté. Je ferai un équivalent de Basket Lab. Comme tu disais tout à l'heure, l'aspect français, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'on fait. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de gens qui parlent de basket. J'ai vraiment très envie d'écouter des podcasts sur d'autres franchises que je connais moins, leur histoire. Allez-y, racontez-les, les gars. Moi, ça m'intéresse. Surtout qu'il n'y a pas d'aspect de concurrence parce qu'il n'y a pas d'argent, on peut pas en vivre en fait. Donc il y a pas de. Oui, s'il y avait, si on était sur YouTube et je sais pas, sur une branche, oui, il y avait, je sais pas, tel nombre de partenariats à accrocher, etc. Mais là, en l'occurrence, on n'en vit pas. Donc allez-y, essayez, et puis tout simplement. Ouais. Et vraiment, je pense que c'est une concurrence entre guillemets saine, mais de se mesurer aux autres, et t'apporteras toujours ta patte. Si t'apportes pas ta patte, les gens vont le voir en fait au bout d'un moment, et c'est les auditeurs, ce lien de confiance se créera jamais, je pense, tout simplement. Eh bien, on ne va pas trop s'inspirer de Guillaume, quand même. Je vais mettre un là, je vais m'arrêter là. Du coup, alors, t'as vu, j'ai pas relancé, hein. Oui, c'est beau. c'est très très beau. Je te remercie. Eh ben, en tout cas, je te remercie Winston, je te remercie Guillaume. Winston, les chroniques de Motor City, Guillaume, le Basket Lab. Vous retrouvez tout dans la description. Cette fois-ci, je vais vraiment être obligé de la faire. Moi, je vous avoue que j'ai vraiment les flemmes des descriptions. Ça me saoule, c'est la fin. Juste avant de publier, j'écris ça en 2 minutes. Mais en tout cas, tout sera présent dans les descriptions. Je vous remercie les gars d'avoir pris autant de temps pour discuter de vos émissions. J'espère que vous avez apprécié ce format du coup. Merci à toi, merci à toi surtout pour l'invitation. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié, parce que c'est une idée. Je vous ai parlé du format Excel, du Excel d'idées de podcast. Celle-ci, elle doit y être depuis 2020, d'idées. Donc, elle a pris du temps à germer de la manière de l'imaginer. Donc, si vous avez apprécié, on peut aborder d'autres sujets. Je sais qu'il y avait des sujets sur le fait de plus se différencier, qu'on n'a pas pu aborder, mais on pourra peut-être faire une version V2. En tout cas, merci encore les gars. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!